Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui avec Caroline. Caroline, ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Apparemment, on t'a pas trop effrayé puisque tu es revenu. Je suis revenu avec grand plaisir. Incroyable. Nous sommes avec François. Hello. Nous sommes avec Claire. Salut. Et nous sommes avec Géraldine qui est un peu loin de la table. Oh là là, elle se précipite. Salut. Oh, merci Géraldine. Nous sommes avec Romaric. Oui, c'est vrai, je suis là aussi. On te présente jamais. Non mais il y a pas besoin. C'est pas la peine. Je suis le host, le célèbre animateur du podcast de La Cellule. Tout le monde me connaît. Et surtout, il y a le petit message avant qui dit bonjour, c'est Romaric Briand. Ouais. Oh. Attends, il y a un truc qui va pas. Ah si, c'est bon. C'est parce qu'il y a eu il y avait un petit bug. Il y avait un petit bug au nez. Ok. Donc voilà. Donc la plupart des gens quand même connaissent un petit peu ma voix. Et aujourd'hui justement, on va parler d'un jeu très connu, un jeu très célèbre. Un jeu très célèbre, non pas par son titre, mais par son système. Il s'agit de Ezo-Terrorist. C'est un jeu qui m'a été envoyé par un auditeur de La Cellule. Oui, pas éco-terroriste. Non, pas éco-terroriste. Voilà, c'est ça. Je m'étais beaucoup projetée sur éco-terroriste. Je m'étais projetée dessus. Eh bien, écoute... J'étais pirate des mers pour moi. Moi, j'ai loué un 4x4 juste pour l'occasion. Ah ouais, d'accord, ok. Alors donc, non, nous sommes nous allons lutter contre des terroristes ésotériques. Nous verrons ce que c'est dans la suite de ce podcast. Alors, Ezo-Terrorist, c'est un jeu qui est propulsé par le système Gumshoe. Le système Gumshoe, c'est un système qui a fait date dans l'histoire du jeu de rôle parce qu'il a révolutionné le jeu d'enquête. Jusque-là, quand on voulait des indices dans un jeu de rôle... Alors d'abord, il faut savoir que c'est un jeu de rôle classique, donc il va y avoir un MJ qui va être moi ce soir, c'est moi qui présente le jeu, c'est moi qui ai préparé le scénar, les indices, etc. Il y a des secrets, donc c'est normal qu'il y ait une séparation cette fois-ci entre le MJ qui sait des trucs et bien sûr les joueurs et les joueuses qui vont devoir trouver les indices et découvrir l'intrigue. Et le système Gumshoe, donc qui est une création de Robin DeLoz, c'est un système qui va révolutionner le jeu d'enquête. Parce que avant le système Gumshoe, c'est dingue, il y a un parasite trop étrange. Et je ne sais pas d'où il vient. Ça vient de il y a un câble qui... Oh, c'est bizarre. C'est déjà bizarre. C'est bien. On est déjà dans l'ambiance. Donc, c'est un système qui révolutionne le jeu d'enquête. Parce que jusque-là, un indice dans un jeu d'enquête, c'était l'équivalent d'un trésor. Comme le jeu de rôle vient pour partie de Donjons et Dragons, on avait cette habitude dans le jeu d'enquête d'avoir un genre de porte-monstre trésor, mais cette fois-ci c'était porte-monstre indice. Indice qui menait à l'intrigue. Et en fait, Robin DeLoz se dit, mais c'est complètement stupide. Ça veut dire qu'on peut rater des indices. Or, le principe d'un jeu d'enquête, c'est que nos enquêteurs, les joueurs, les PJ, eh bien, ils sont censés les trouver, les indices. Sinon, ils n'ont pas accès à l'intrigue. Et ça créait des magouilles dans les jeux d'enquête d'avant, comme notamment le célèbre Appel de Cthulhu, donc qui a été créé un peu en réaction à Donjons et Dragons. Je la fais courte, hein. Mais ça faisait des bugs, en fait, dans l'histoire. Et le système Gumshoe va révolutionner ça en disant, mais en fait, les indices, il faut que les PJ les trouvent. Et donc, on va arrêter de faire des jets de dés pour savoir si les PJ trouvent les indices ou pas. Parce que jusque-là, quand le MJ voulait que les PJ trouvent un indice, il leur demandait « Fais un jet d'investigation, t'as raté !» Et là, le MJ disait « Merde, putain, fallait pas qu'il le rate celui-là, j'ai besoin que des joueurs aient cet indice pour avancer. » Et donc du coup, lui, ce qu'il va dire, Robin DeLoz, il va dire « C'est stupide. En fait, ce qu'il faut, c'est que les PJ, ils trouvent forcément les indices. » Et ça va donner lieu à ce système, le système Gumshoe, dans lequel le détective, donc le personnage, en fait, il va être défini par deux types de compétences. Les compétences liées à l'enquête, dans lesquelles on ne fait plus de jet de dés. On ne va plus faire de jet de dés pour trouver les indices. On va devoir dépenser des points pour améliorer la découverte et la qualité des indices que l'on va trouver. Ah putain, il y a encore ce bug. C'est incroyable ce truc. Si tu nous entends, frappe 3 fois. Est-ce que tu as le pied sur un fil ? Ouais, j'ai regardé, mais non. Non, même pas. C'est trop étrange. C'est peut-être mon téléphone. Ouais, quand ils captent comme ça, ils font des petits bugs. Ok. Donc, du coup, deux types de compétences. Les compétences liées à l'intrigue et au trouvage d'indices, et des compétences générales qui vont être là, cette fois-ci, plutôt dans la résolution des combats, des conflits, des fuites, etc. Et ça, là, cette fois-ci, sur cet aspect-là
du scénario, de la partie, il va y avoir de l'enjeu, il va y avoir une espèce de tension dramatique. Alors voilà, donc c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. C'est un très vieux jeu par rapport à ce que vous avez testé, parce que jusqu'à maintenant, j'essaye de vous faire tester des jeux, on va dire, très modernes, un peu anarchistes. Là, on va jouer à un jeu traditionnel, classique, mais quand même, dans l'histoire du jeu de rôle, il va marquer en fait une page dans l'histoire du jeu d'enquête. Et j'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser. Est-ce qu'il est trop vieux ? Est-ce que machin, etc. C'est un jeu de quelle année ? C'est un jeu de 2006. Voilà, il a été traduit. Alors j'avais préparé mon carnet. Attends, je vais chercher mon carnet pour pas dire de bêtises. Donc le système Gumshoe a été publié par Pelgrane Press en 2006. Alors j'ai pas tout à fait compris. J'avoue que moi, le système Gumshoe, je le connais uniquement par son aspect détective Gumshoe. Alors, il existe sans doute d'autres systèmes Gumshoe, mais moi, je n'ai jamais joué à d'autres jeux Gumshoe que des systèmes détective Gumshoe. Il y a eu l'Appel de Cthulhu aussi, qui a été publié par le 7e Cercle, qui a fait date dans l'histoire du jeu de rôle, pour plein de raisons. D'abord, parce que c'était un des premiers jeux qui profitait du fait que le mot Cthulhu était tombé dans le domaine public, et donc du coup on pouvait à nouveau faire un jeu qui s'appelait Cthulhu. Il s'appelle pas l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu était déjà à l'époque la propriété de Sans Détour. Sans Détour qui a fait faillite depuis et dont on connaît les sombres histoires. Et voilà, et donc le 7e Cercle leur avait un petit peu damé le pion en disant bah oui, mais comme Cthulhu est tombé dans le domaine public, nous on va faire un Cthulhu et on va utiliser le système Gumshoe pour le résoudre. Donc voilà, c'est comme ça aussi que moi j'ai découvert ce système. Mais là en fait, le jeu m'a été envoyé par Rick Bogan, qui est un auditeur de la cellule. Il m'a dit Romaric, il faut que tu lises ce jeu parce qu'il y a des choses dedans qui sont assez révolutionnaires qui marque en fait l'histoire du jeu de rôle, et donc ce sera intéressant de le tester avec vous à la cellule. Donc voilà. Et donc c'est pourquoi je vous amène ce jeu. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non, ça, on tourne le chapitre et puis on en reparle. On aura l'occasion de revenir là-dessus au cours du débrief. Donc la traduction qu'on a là, c'est celle de La Proie et de Gilet. Donc je précise ça pour les experts du Gumshoe qui nous écouteraient. Je pense avoir bien présenté le côté révolutionnaire vis-à-vis du jeu d'enquête. Toi, Claire, qui a fait un peu de jeu de rôle tradi, est-ce que tu as eu ces problèmes là liés aux indices et tout dans les jeux auxquels tu as joué, même médiéval fantastique, hein ? C'est arrivé dans une partie d'ailleurs qu'on fait encore là de Donjons et Dragons, c'est-à-dire que on était dans un musée et ce musée avait énormément de pièces qu'on n'a pas toutes faites, et donc il y avait une sous-intrigue prévue pour un des personnages, pour sa quête personnelle, qu'on n'a pas lancée parce qu'on n'a pas trouvé l'objet en question. Ouais, et le MJ en a été un peu frustré. Oui, complètement. Ça, c'est vraiment quelque chose. En fait, on se rend pas compte parce que donc là, on est en 2006 quand le système Gumshoe est créé, mais on se rend pas bien compte aujourd'hui parce qu'on a tellement de jeux d'enquête et de types de jeux d'enquête différents aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un vrai problème du jeu de rôle classique. Ça occupait vraiment beaucoup de discussions entre les MJ et tout ça. Et là, tu vois, t'en as un exemple même récent. Les gens qui jouent à Donjons et Dragons, ils connaissent ce problème. C'est pour ça que le fait de traiter l'indice comme un trésor avec le porte-monstre trésor, de demander un jet de compétences pour trouver l'indice, c'est vraiment une problématique vraiment des MJ. Et il y a même des trucs rigolos. Mais je sais plus dans quel film c'est. Il y a un film comme ça qui... je me demande si c'est même pas dans le film Donjons et Dragons, sorti récemment, là, au cinéma, dans lequel, à un moment donné, donc, le PJ essaye de faire quelque chose et il rate. Et il y a un autre héros de l'histoire qui lui dit, de façon un peu méta, vas-y, réessaye là. Et il réussit. Et on trouve également cette blague dans le donjon de Néalbuck, dans lequel à un moment donné le voleur rate un jet et on lui demande vas-y refais, ah là il réussit, ou je sais plus si c'est le voleur ou la magicienne, je ne sais plus quoi. C'est vraiment un truc typique parce que quand le MJ veut qu'on réussisse un jet, certes il nous demande un jet pour créer de la tension dramatique, mais comme il voulait qu'on le réussisse, quand on le rate, bah, ça fait complètement foirer son truc et donc il est obligé de leur demander. Le système Gumshoe répond à cette question et c'est une question, bah, tu te rends compte, il faut attendre quand même 2006 pour qu'on finisse enfin par... Alors évidemment, les MJ avaient leur tambouille, ils trouvaient leur moyen de répondre, mais voilà. Donc, mais c'est rigolo de voir qu'aujourd'hui encore, cette problématique se pose. Donc ça, c'est pour le système de jeu.
Donc ce qui est rigolo, c'est que le système de jeu du coup de Robin DeLoz, donc le Gumshoe, c'est pas qu'un système de résolution des actions. C'est un système qui mène à une intrigue et à un type de scénario, à un type d'enquête. Le jeu est fait pour jouer un certain type de scénario. Là où, d'habitude, le jeu de rôle, on a tendance à dire on peut tout faire. On peut tout faire. Vous prenez un système, vous prenez un univers, vous mélangez les deux et vous faites ce que vous voulez. Un peu une vision, un peu simulation du jeu de rôle. Là, ici, donc Robin DeLoz fait le choix de dire non. Moi, je veux faire un jeu d'enquête et donc j'ai besoin d'un système adapté pour ça. Et ça, en soi, déjà, c'est une petite révolution par rapport à la vision traditionnelle qu'on a du jeu de rôle. On est en 2006, The Forge, c'est 2001, donc il y avait aussi eu les réflexions de The Forge en parallèle. Mais on verra que là, Robin DeLoz parle davantage au jeu de rôle traditionnel et que The Forge invente quelque chose d'autre. Bref. Je ne veux pas rentrer dans ces détails tout de suite. Je suis désolé, mais je suis passionné par ce truc. L'univers de Exoterrorist. Donc dans Exoterrorist, Robin DeLoz va nous proposer de jouer des enquêteurs. Des enquêteurs pas comme les autres, puisqu'on appartient à une organisation secrète qui s'appelle l'Ordo Veritatis, et dont une organisation secrète bienveillante et multinationale, dont l'objectif est d'arrêter les exoterroristes. En effet, dans le monde du jeu dans lequel on va jouer là, qui est globalement semblable à notre monde contemporain, mais je pense qu'on peut envisager aussi une vision un peu plus cyberpunk du jeu, mais dans un monde qu'on va dire contemporain, voire même, on pourrait même jouer au début du XXe siècle, en 1920 par exemple, si on voulait, en tout cas dans un monde réel, d'un coup, on a une espèce de collision avec un monde subjectif, un monde magique, et ça crée un phénomène de portail, de faille, de ce qu'on appelle la membrane. Et certaines personnes mal intentionnées vont se servir du monde subjectif, donc du monde magique, pour obtenir du pouvoir, de l'argent, des bienfaits, etc. Invoquer des créatures, etc., etc. Et donc, on appelle ça des exoterroristes. Ils profitent en fait de la collusion du monde magique pour exporter ou importer dans la réalité des éléments fantastiques. Évidemment, les gens ne savent pas tout ça, ils sont pas au courant de ce phénomène-là, et donc du coup on a une organisation secrète donc, qui s'appelle l'Ordo Veritatis, dont l'objectif est d'arrêter les exoterroristes avant qu'ils ne créent l'irréparable et rendent tout le monde fou. Parce que dans un jeu... Alors là ici clairement on a une inspiration, on est clairement dans un jeu qui est dans la lignée de l'Appel de Cthulhu, donc qui répond en fait au jeu de rôle l'Appel de Cthulhu. Et dans l'Appel de Cthulhu, on a cette idée que voir des choses fantastiques ou magiques, ça peut rendre fou. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir la réalité dérailler. Et on estime que l'esprit humain, s'il assiste à des choses fantastiques, il a tendance à partir en nouille. Ce qui est déjà une théorie en soi sur la folie qui est, on va dire, très engagée, très chargée. Qui est aussi une théorie littéraire en fait assez appliquée depuis le 18e. C'est-à-dire le récit fantastique, c'est ne jamais savoir si le héros est fou ou s'il a bien vécu des choses surnaturelles. Absolument. Et donc, dans le courant fantastique, justement, s'inscrit un individu particulier, un auteur particulier, un auteur américain qui s'appelle Howard Philip Lovecraft, et donc qui est justement l'écrivain, l'auteur de l'Appel de Cthulhu, qui donnera plus tard le jeu de rôle l'Appel de Cthulhu, qui sera pour les rôlistes la source d'inspiration de l'Appel de Cthulhu, etc., etc. Et donc là ici on a un jeu qui répond en fait à l'Appel de Cthulhu. Est-ce que tu as déjà joué à l'Appel de Cthulhu toi Claire ? Pas du tout. Ok, d'accord. Moi, j'y ai joué pendant des années et il y a ce problème de l'indice qu'on trouve pas et ça fait chier le MJ et donc il nous le donne en fait. Et donc, on fait des faux jets de dés en fait. On fait des jets de dés pour faire semblant de faire des jets de dés au final, pour créer une fausse tension alors qu'en fait, on sait très bien qu'on va les réussir quelque part. Donc là, Gumshoe répond encore une fois, résout ce problème. Alors voilà, donc j'ai fait le tour, hein, l'univers c'est cela. Et donc vous allez jouer des enquêteurs à la poursuite d'exo-terroristes. Et puis j'aurai l'occasion d'y revenir, mais ce que je trouve très intéressant dans le jeu, c'est la façon dont le jeu propose au maître du jeu, donc au conteur, à l'animateur du jeu, de créer le scénario. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une aide qui est faite pour comment on crée en fait une intrigue. Voilà. Et donc par exemple un conseil que je trouvais très intéressant c'est pourquoi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écrire cette partie-là qu'on va faire ce soir, c'est de préjuger, enfin de dire voilà, on imagine quelles sont les actions des méchants et en fait c'est à partir de ce qui s'est passé avec les méchants qu'on va créer les indices.
Et donc ça déjà, c'est rien que ça, ce petit truc, je te dis mais comment je vais faire pour faire une partie ou créer des indices, etc. Et voilà, donc le rôle du MJ, enfin du créateur de la partie, de l'animateur de la partie, c'est de créer des indices et de vous les faire trouver, et de vous faire gamberger, etc. Alors moi j'ai rajouté une dimension narrative, je vous ai fait des personnages prétirés parce que comme vous le savez, on a une problématique de temps, on n'a que 4 heures, et donc du coup, je voulais quelque chose qui rentre tout de suite dans le vif du sujet. En théorie, les joueurs, les joueuses doivent faire leurs personnages eux-mêmes, elles-mêmes, prendre du temps pour les construire, expliquer pourquoi ils sont entrés dans l'Ordo Veritatis. Là, évidemment, j'ai pris soin de créer les personnages, de vous expliquer ce que vous faites là, et on va jouer immédiat res, si j'ose dire, pour que vous ayez un maximum les sensations du jeu. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade ? Non, aucune. On peut se lancer direct, quoi. Let's go. Moi, ça, j'adore. Ok, et ben c'est parti. J'espère que vous aurez plein de choses à dire après. Sortez ça. De quoi ? Qu'est-ce qui vous attend ? De quoi ? Non, moi, c'est bon. Ouais, vous pouvez prendre une pause. Enfin, voilà. De toute façon, t'as failli me faire tuer descendre déjà. la pression. Donc, voilà. J'ai failli tuer. Comment ça ? Raconte. J'ai failli faire une crise cardiaque. Ah ouais, pourquoi ? Caroline, Ta voiture a pété ? elle communique Oh, avec les esprits. On est là, on écoute, c'est un peu mystique. Moi, je note des trucs. Il a bam. Romaric qui tape du poing sur la table en hurlant. Non, mais j'ai c'était jamais hurlé évident aussi que fort vous de ma aviez propre été repéré dans cette maison-là. Vous avez fait. C'était pas une raison pour essayer de me tuer. Bah voilà, donc. Nos moi, cœurs je ont t'aime. sauté à l'unisson. C'est ça, Ouais. c'était horrible. J'ai pas été très gentil. J'avoue que là, Antis j'aurais pu faisait être plus moins sympa. peur. J'aurais pu être plus sympa, effectivement, mais bon, j'ai voulu vous surprendre. Ça a marché. Et je voulais pas taper si fort. J'avoue, je voulais un bruit sourd en plus, et j'ai fait juste un bruit clac. Ça a fait un bruit. C'est pas du tout ça. Ça simulait pas du tout une explosion de voiture. On est d'accord. Ça ressemblait pas du tout à Ça ça. ressemblait quoi, à tu une porte qui vient d'être explosée. Ouais, non, du tout, nous dit Géraldine en dehors des micros. Bon, voilà, fin de la partie de Ésoterroriste. J'ai du mal avec ce titre, hein. J'avoue que c'est pas facile à dire, Ésoterroriste. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Un petit tour de table d'abord pour débriefer tout ça. J'ai omis de parler du système de résolution aussi, faudra que j'en parle. Caro, tu veux commencer ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, moi j'ai beaucoup aimé et ça m'a fait penser, j'y pensais déjà tout à l'heure pendant l'introduction Ouais. quand tu expliquais le jeu, ça m'a fait penser au jeu Horror à Arkham, Bah oui. avec les portails qui s'ouvrent, les monstres qui pop, les niveaux de terreur qui montent, etc. Bah oui, oui. Mais alors, c'est ce que je te disais aussi, c'est que Lovecraft, donc, qui met en scène la ville d'Arkham dans ses romans fantastiques, est la source d'inspiration d'Horreur à Arkham et la source d'inspiration de tous ces jeux d'horreur, de tous ces jeux de rôle d'horreur, quoi. Donc c'est normal. Ouais. Bah, pour ma part, c'était la première fois que je faisais un JDR avec un maître du jeu, parce que la dernière fois c'était Zombie Cinéma, et il n'y Ouais. avait pas de maître du jeu. D'accord, On alors. parlait beaucoup plus, et là je me suis pas sentie restreinte non plus. Je trouvais comme c'était quand même assez libre. J'avais peur de ça, qu'il y ait une grosse différence. D'accord, ouais. Quand tu es un maître du jeu, qu'on puisse pas vraiment faire ce qu'on veut, ou en tout cas qu'on soit un petit peu trop ridé, quoi. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. Ok. Et au niveau du temps de parole, par exemple, tu t'es pas senti lésé par rapport à Zombie Cinéma où il y a plus de. J'étais plus dans l'attente de ce qui allait se passer, parce que là on était plus dans la communication, je trouvais, avec les autres, en fonction de nos compétences, en fonction de ce qui se passait. Au début j'étais un peu timide D'accord. sur le moment, j'étais plus suiveuse. Après mes compétences faisaient aussi que je pouvais pas dégainer tout ce que je voulais maintenant, mais Ça, c'est rigolo. Comment t'expliques, par exemple, le fait que le jeu de rôle classique t'ait intimidé alors que dans Zombie Cinéma, t'as été tout de suite plus à l'aise ? Ça, c'est intéressant, je trouve, comme... dans Non. Zombie Cinéma, la page était totalement blanche, à part nos persos qui étaient un petit peu déterminés au départ, mais Ouais. là on faisait peut-être ce qu'on voulait vraiment. Là, pour le coup, je trouve qu'on était plus... Ah, est-ce que tu dirais que c'est le fait qu'il y a un scénario à découvrir ? Et donc, du coup, ça te... Tu vois, là, ce soir, il y avait comme une espèce de fil rouge à découvrir ou quelque Ouais. chose comme ça. Et ça, est-ce que ça t'a mise dans une position où tu t'es dit ah là, je vais peut-être dire des bêtises, ou est-ce que ça t'a est-ce que ça t'a intimidé, ça m'intrigue. Ça m'a pas vraiment Non, intimidée, c'est pas ça, ok. mais c'est plus... J'ai eu un moment où je savais pas trop quoi faire. Après, Ah. c'est la première fois aussi que Ça c'est normal. je jouais à ça. Mais ouais, j'étais plus dans l'observation, en fait, au départ. Respecter ton personnage, je pense. Envie de respecter Envie de ton personnage, respecter dit mon Claire. personnage, oui. Et
Et vraiment, je vous ai observé. Le premier quart d'heure, j'étais vraiment dans l'observation, à savoir ce qu'on fait. Et tu te demandais ce que tu avais le droit de faire ou de ne pas faire là aussi ou... Ça, Ouais. c'est hyper intéressant. Ouais, il y a ça aussi. J'étais fixée sur mes compétences, à savoir à quel moment je peux intervenir. Peut-être que je me suis un petit peu... T'as eu du mal à comprendre le fonctionnement du système de résolution Au début, aussi. Ouais. au départ, ouais. Ouais. Bon, après, c'est vite venu. Ouais. Mais... Il a fallu quelques jets de dés pour comprendre comment Ouais, ça c'est ça. fonctionnait. Ouais. tout à fait. Très intéressant. Claire, toi qui as l'habitude des jeux de rôle traditionnels, on va dire, comment tu t'es senti dans ce jeu-là, dans ce type de jeu d'enquête? Je pense que pour la mécanique générale, on retrouve quand même assez le principe du jeu de rôle, c'est-à-dire que en termes d'action possible, de respect aussi de la entre guillemets classe de son personnage qui est orienté par les compétences, le fait d'essayer d'interagir avec les autres pour créer une stratégie commune, tout ça sont des choses qu'on connaît. Mais c'est vrai que j'étais contente d'être encadrée pour la partie enquête où j'ai tâtonné beaucoup plus. Et moi, j'ai senti que j'avais du mal à me lancer au début. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Et là, c'est les questions en fait que tu nous posais qui nous ont permis, je pense, de débloquer des manières de faire. D'accord, ok. Ouais, parce qu'avant d'être au cœur du truc, on a mis du temps quand même avant d'arriver vraiment dans la bagarre, quoi. On a mis du temps à se décider où aller, qu'est-ce qu'on fait. Même gérer l'enquête en fait en elle-même, c'est-à-dire par quoi on commence. Et ne serait-ce que penser à la compétence photographie, alors que tu as bien insisté longuement sur le fait qu'on avait ces éléments en main, moi j'ai pas du tout percuté au départ. Et après, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu n'as pas percuté? Qu'on pouvait utiliser la compétence comme ça pour obtenir... Que je pouvais interagir avec ces objets pour obtenir quelque chose. En fait, j'étais tellement omnubilée par l'idée qu'il faut créer par soi-même que je n'interagissais pas assez avec l'environnement que tu nous proposais, je pense. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Le jeu, en fait, en gros, qu'est-ce que c'est la boucle de gameplay du jeu? En gros, on a une feuille de personnage avec des compétences d'investigation, qui sont de 3 types, des compétences relationnelles, académiques et techniques, je crois. C'est ça, ouais. Donc voilà. Ces compétences, en fait, ça va être par exemple analyse de texte, par exemple en académique, comptabilité générale, études occultes, toujours en académique, histoire naturelle, toujours en académique. En technique, ça va être plutôt faire des autopsies, astronomie, des engins explosifs, entomologie, photographie. Et en relationnel, ça va être la bureaucratie, la connaissance de la rue, détecter les mensonges, etc. Et en fait, les personnages ont des points dans chacune de ces compétences, souvent 2 points, 2-3 points en fait, c'est ce qui est conseillé par la base. Et on va pouvoir utiliser et dépenser des points pour obtenir des indices. Et c'est ça, déjà il y a un premier truc, c'est que dans ce jeu-là, contrairement à d'autres jeux d'horreur et d'autres jeux de rôle d'horreur, c'est pas fais un jet d'investigation pour trouver quelque chose. C'est je regarde sur ma feuille de personnage, si j'ai une compétence, par exemple l'histoire, et je vais me dire ok, on vient de me donner la photo d'un type dans un bar. Je vais utiliser histoire sur cette photo pour découvrir un indice. Donc on est dans une espèce de proactivité. Le joueur est dans une situation où il va dire je vais cliquer sur cet objet en utilisant cette compétence-là et ça va débloquer un indice. Le maître de jeu va devoir me donner quelque chose à manger, quoi. Et c'est vraiment... je sais pas, j'arrive pas à expliquer la différence avec un jeu de rôle traditionnel. En tout cas, une fois que cette mécanique elle est intégrée, ça va tout seul, je trouve. Voilà. Une fois que j'ai compris le truc, on intègre vite et après ça va vite et on s'amuse beaucoup plus, je trouve. C'est plus intuitif, quoi. Le jeu se prend très vite en main. C'est vrai que pour ça, complètement. C'est assez intuitif. Géraldine. Oui, je me suis posé une question. Est-ce que, par exemple, sur la photo, suivant la compétence qu'on va utiliser, tu vas nous donner le même indice ou ce sera un indice différent? Eh ben non. Je vais aller piocher, en fait, je vais aller chercher des indices qui ont un rapport avec la compétence que tu as utilisée. Donc, alors, pourquoi est-ce que vous parlez toute d'une photo, là? C'est parce qu'en fait, il y avait au début les 2 indices qui lancent en fait l'aventure. C'est la photographie d'un mec que poursuit le personnage de François depuis des années parce qu'il a tué son fils. Et la vidéosurveillance de ce même mec en train de retirer une importante somme d'argent dans la ville de Chatham, à côté de Londres. Voilà. Ce sont les 2 indices sur lesquels vous partez. Et à partir de là, vous auriez pu utiliser plein de choses. Par exemple, tu vois, il y a un truc en banque, je crois. Non, il n'y a pas un truc avec la banque ou je sais plus quoi. J'ai pas vu banque, en tout cas. Ok.
Il y a comptabilité, mais Ouais, ça a bon, rien- c'est pas rien à voir. ça, non, ouais. Photographie, tu vois, vous auriez pu vouloir la vidéo de surveillance, savoir qui l'avait prise, enfin j'en sais rien, tu vois, j'invente à la volée. Récupération de données, surveillance électronique. Par exemple, vous auriez pu dire, bah tiens, on va pirater les caméras de surveillance de Chatham durant cette journée-là pour voir en fait où est-ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Tu vois, chaque compétence, tu pourrais sur chacun des. Alors après la photo. Alors la photo, bah tu vois, t'aurais pu faire un truc en architecture et dire ah bah vu l'architecture, on est plutôt dans une ville portuaire, ça a l'air d'être une zone industrielle. Si t'avais fait comptabilité légale par exemple sur la photographie, bah j'aurais pu te sortir par exemple la compta du bar. Vous auriez pu voir que par exemple il payait des artistes musicaux et du coup ah ouais lui c'est un artiste musical, on va sur sa page Facebook, tac tac tac, tu vois en fonction en fait de la. Et ça déjà c'est un premier truc que je trouve assez génial dans le jeu, c'est que quand on fait un personnage de jeu de rôle, dans un jeu de rôle classique type l'appel de Cthulhu par exemple d'enquête, on met des compétences et on espère qu'elles vont nous servir dans le scénario et que le maître de jeu va appeler. Tu vois, quand tu mets comptabilité dans ta feuille de Cthulhu, t'espères qu'à un moment donné, le maître de jeu va appeler en disant alors, qui a comptabilité qui veut faire un jet de comptabilité? Et là, t'es là, oh oui, moi, j'ai comptabilité, tu vois. Il y a un côté comme ça. Alors que là, dans le jeu, c'est pas ça. C'est on a la compétence et on fait appel au MJ en disant j'ai la compétence machin, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus avec cette compétence-là? Et après, le MJ a deux choix. Soit il te dit, bah, vas-y, là t'es sur un truc pas mal, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'indices à te donner, utilise des points, il peut appeler en fait, il peut vous inciter à dépenser des points à ce moment-là pour avoir des indices croustillants, soit il improvise un truc ou alors il rattache son... Parce que lui, il sait tout ce qui s'est passé. Parce que la manière dont les scénarios sont écrits, c'est vraiment, tu dois dire tout ce que les méchants ils ont fait en gros, depuis les dernières 24 heures, par exemple, j'ai le plan, machin, etc. Et du coup, bah, les enquêtes, bah, moi, je vous donne des indices en fonction de ce que je peux, quoi. En fonction de ce que vous allez chercher, quoi. Et ces compétences-là, elles vont être utiles plus tard dans l'histoire ou en fait elles sont utilisées vraiment qu'au début pour lancer l'enquête et ensuite, parce que c'est vrai qu'après on les a pas utilisées tant que ça. Une fois qu'on est arrivé dans la maison Oui. et qu'on a été dans la... Alors, c'est parce que j'avais prévu trois scènes pour ce soir, parce que je savais qu'on jouerait sans doute que ah putain merde, j'ai mon micro qui merde. Je savais qu'on jouerait sans doute que 2 heures parce que on aurait un débrief en podcast à faire derrière. Donc comme c'est des créneaux de 4 heures qu'on a, j'essaye de faire court. Donc j'avais fait 3 scènes. J'avais fait en gros une scène d'enquête autour d'éléments normaux, des scènes d'interaction avec des PNJ, donc des journalistes, voire il y a eu une scène dans un bar aussi où vous avez rencontré des gens, donc des scènes plutôt relationnelles. Et la dernière scène, c'était une scène plutôt, on va dire, infiltration, enquête / bagarre. Parce que l'idée, c'était que vous ayez vraiment un aperçu de tout ce que le panel du jeu puisse vous donner et que, tu vois, on a utilisé des compétences académiques, des compétences techniques, des compétences relationnelles et enfin des compétences générales. Et mon scénario, il était presque construit avec la feuille de personnage. Et tu vois, en fait, après, soit tu peux envisager une boucle. Là, c'était vraiment plus un scénario tutoriel d'apprentissage, etc. Et bah, si on fait un autre scénar, alors là, par contre, ça peut être bagarre day one, après du relationnel, voire même les deux. Tu vois, tu peux être dans une baston avec quelqu'un et puis en même temps faire du relationnel. Enfin, tu peux tout mêler. Mais là, j'ai voulu vraiment structurer en fait mon scénario un peu comme ça pour vous présenter le jeu sous tous ses aspects en fait. Claire, Et je trouve que cette structure, en fait, ça permet aussi la montée de la tension, qui est importante, en fait, pour Complètement. nous. C'est-à-dire que là où on tâtonnait, on avait des choses plutôt simples à faire, et puis quand on a dû mélanger énormément de compétences, là, tout de suite, on était dans un moment de danger, et d'ailleurs, tu nous laissais beaucoup moins de liberté en disant, mais si vous ne faites rien, moi, j'attaque. Je prends l'initiative. Oui, exactement. Ça, c'est pareil. Hein. C'est vraiment, dans les scènes de bagarre, c'est vraiment les conseils qui donnent de mettre du rythme, d'attaquer. Vas-y, Claire. Vas-y, Caroline, je t'en prie. Pour le coup, j'étais beaucoup plus à l'aise dans les moments de bagarre et des moments intenses qu'au départ. C'est parce qu'on te laisse moins le temps de réfléchir, je pense. Ouais. Du coup, c'est instinctif. Il y a le monstre qui te saute dessus, bah, t'as pas. Pardon. Le monstre te saute dessus, t'as 2 choix, où tu te laisses faire, ou tu te fais. T'as quel micro, François? C'est quelle couleur? Je t'entends très mal. C'est mieux comme ça? Non, je pense que c'est le micro qui est un peu plus faible. Vas-y. Allô. C'est à moi de gérer. C'est à moi de gérer. Donc je disais. T'inquiète, t'occupe. T'as pas le temps de réfléchir. Du coup, tu te poses pas de questions et t'as moins le syndrome de Julia. Je trouve c'est un petit peu ça où tu sais jamais trop quoi faire, ce que on a pu ressentir au début de la partie. T'es dans l'action. C'est instinctif.
Tu sais plus ou moins ce que ton personnage doit faire. Et... Oui, puis t'as 2 boutons, quoi. T'as fuite, C'est ça, attaque, c'est fuite ou bagarre, attaque, quoi. C'est- bagarre. Voilà, Au début, je me posais trop. Peut-être t'avais raison au début quand tu me disais que j'étais intimidée par ça. Je me posais trop la question de on attend des choses de moi. Ouais. Et qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Ouais. Et moi, j'ai un gros problème de décision en plus. Vraiment, quand il y a Mmh. des solutions qui me paraissent bonnes, mon cerveau il vrille. Donc c'est compliqué. Alors qu'en Heureusement que fait, vous étiez là. Ce qui est rigolo, c'est que dans cette enquête-là et dans ce jeu-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. D'ailleurs, c'est un des éléments essentiels du système Game Show, c'est de dire c'est toujours la bonne solution. C'est-à-dire que quoi que vous empruntiez comme chemin, c'est toujours la bonne solution. Ça va toujours vous mener à l'intrigue et là où on veut, en fait, quelque part. Et on a vu, tu nous l'as dit plusieurs fois en fait. Mais allez-y, de toute façon, vous allez réussir à Ouais, partir c'est ça, du moment où vous mettez ce qu'il faut et que voilà. Donc, et c'est vrai que ça, en fait, je pense qu'on a eu du mal à l'intégrer effectivement sur la partie enquête, du fait qu'en fait, on avait juste à cocher une case et forcément, on avait l'information. Ou habituellement, c'est plus difficile, il faut aller un peu plus. Alors que là, oui, en fait, c'était presque trop facile et du coup, on n'osait pas. Oui. On a l'impression de dire, elle est où la... Tu vois, dans un jeu, généralement, il y a une difficulté, il y a une résistance, il y a quelque chose qui résiste. Et là, on a presque envie de se dire, mais elle est où la résistance, elle est où la difficulté? Sur la partie enquête, c'est vrai qu'on l'a pas ressenti pour le moment, en tout cas la difficulté. On l'a ressenti quand on a commencé à voler des vélos. Ça a été une L'idée du épreuve, on y tandem, reviendra merci peut-être. François. Mais pour le coup, c'est vrai que sur la partie enquête, au début, on a tâtonné un peu. Puis en fait, on se rend compte que voilà, peu importe le document qu'on prend Voilà. grâce aux indices que tu nous donnes, on arrive à peu près au même endroit. Oui, mais on a eu Par du contre, mal, moi j'ai trouvé. Ouais, mais tu vois, par contre, je suis en train de me poser la question, il se serait passé quoi si on avait décidé d'aller à Chatham et pas à Queensborough? Ben, Ça peut être marrant. j'en Je sais sais rien. pas non plus. Après, vous aviez, non, je sais pas non plus, mais c'est ça qui est fascinant avec ce type d'écriture de scénario, c'est que en tant que meneur de jeu, tu ne sais pas non plus ce qui va se passer. Du coup, t'es autant acteur, bon, même si t'as quand même le déroulé des événements. Honnêtement, c'était quand même prévu. Tu vois, à partir du moment où tu donnes l'adresse d'un gars, Oui, bien sûr. tu vois, tu sais quand même à peu près que les gens vont dire bon, ben, on va y aller. Ouais, Quoi, on à un n'a moment pas donné. hésité à y aller. Hein. Non, Ouais. mais non, c'était logique. En plus, vous saviez que le mec avait disparu, enfin voilà. Donc bon, ça paraissait quand même assez cohérent d'y aller, mais effectivement, vous auriez pu rester pendant pas mal de temps à Chatham, ne serait-ce que pour vous renseigner sur l'histoire du lieu, en fait. Il y avait plein de choses à découvrir. Et d'ailleurs, pareil, conseil d'écriture de scénario que je trouve génial, tu prends un vrai fait divers de l'actualité et tu brodes autour. Et tu C'était pas de l'IA, donc. Non, il n'y a rien qui est de l'IA. Tout ce que vous avez vécu ce soir est totalement, alors c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais inspiré de faits réels. Je vous ai quand même passé un documentaire de National Geographic. Vous avez eu des vrais articles de journaux. Hein. Tous les articles de journaux que je vous ai partagés, c'était des vrais articles. J'ai juste copié, collé. Après, on s'est renseigné avec la page Wikipédia. Tout ce que je vous ai dit sur la géographie, sur les lieux, tout est rigoureusement exact. Les bars existent, les gens existent. La page Facebook de la personne existe, tu vois. Et il est vraiment ce qu'il a été dans la partie, tu vois. Bon, sauf que dans la partie, il se trouve qu'il a été éliminé par un ésoterroriste. Dans la vraie vie, il est toujours vivant, c'est ce que je lui souhaite. Mais cette personne existe. Donc c'est ça qui est rigolo, quoi. Donc ça, je trouve ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans des jeux d'enquête, que ce soit dans Nephilim ou dans l'appel de Cthulhu. C'est l'inspiration du fait divers qui va donner en fait lieu au scénario. Et du coup, ça permet aux joueurs et aux joueuses d'aller sur Internet, regarder les lieux et de visiter aussi des endroits différemment. Enfin, ça réenchante le monde comme on aime à dire. Et côté MJ, t'as des scénarios préfaits ou Oui, t'as un scénario préfet. Alors, c'est très horrifique, brutal, ésotéroriste. Donc, c'est un peu ambiance Saw, thriller, ambiance culte, échelle de Jacob, ambiance film d'horreur un peu, voilà. Moi, j'y ai ajouté une dimension. Enfin, j'avais envie d'une dimension un peu plus brumeuse, Lovecraftienne, fantastique, comme disait tout à l'heure. Même si là, c'était clairement horrifique, Claire. Il n'y a pas de doute là-dessus, puisqu'on a vu les créatures. J'ai encore eu des frissons à plusieurs reprises. Hein. C'est vrai qu'on C'était simple et efficace, mais les coups de griffe, les ombres dans les murs, moi j'y étais. Hein. ça marche bien, ouais. Ça marche toujours bien. Après, le maître du jeu y est aussi pour quelque chose, je pense. Mais... Oui, l'ambiance, la musique et les gens autour de la table aussi, parce que quand on veut pas prendre le jeu au sérieux, on peut ne pas le prendre au sérieux. Là, vous avez toutes fait l'effort
de prendre le truc au sérieux, quoi. Claire ? Mais justement, moi, j'allais insister là-dessus aussi. Je pense que l'expérience du maître du jeu est capitale. C'est-à-dire que c'est lui qui nous cadre. Et il y a quelques moments pour faire redescendre la tension où on avait quand même bien envie, nous, de partir un petit peu plus dans le rire, etc. Et tu nous recadrais tout de suite, tu nous remettais dans la tension du moment. Je pense que tu as vraiment très bien cadré l'expérience. Et à mon avis, pour quelqu'un, en tout cas un groupe qui souhaiterait y jouer, il faut un MJ qui a de l'expérience. Ouais, oui, c'est sûr. Je pense que c'est un jeu qui nécessite d'avoir beaucoup d'expérience. Et ça, en tout cas, je pense que c'est un jeu qui est facile à prendre en main, mais on va dire que la qualité de la partie dépendra du groupe, quand même. C'est-à-dire que sa volonté aussi à vouloir, d'abord du groupe en fait, sa volonté à vouloir vraiment s'immerger, mettre l'ambiance, etc. La grosse difficulté pour le meneur du jeu, c'est l'improvisation des indices en fonction des éléments qui sont attendus par les joueurs et les joueuses. Ça, c'est vraiment très très compliqué. C'est un premier élément. Ne pas partir dans la caricature soi-même. C'est-à-dire qu'en tant que maître de jeu, tu dois rester crédible et sérieux pendant tout le truc, alors que tu as envie d'inventer Tartampion le pêcheur qui va te raconter n'importe quoi sur la ville de Queensborough, enfin tu vois. Et c'est là qu'il faut rester cadré et se dire non, on est dans le monde réel, on va essayer de faire un effort, en fait, de la voiture vient d'exploser, c'est ça on va essayer de faire un effort pour l'ambiance et tout, de garder la crédibilité du réalisme, en fait. Mais ça, tu vois, quelque part, le fait d'utiliser un fait divers, ça aide vachement à ça. À pas prendre les choses, tu vois, n'importe comment. Enfin, je trouve qu'il y a quand même... il y a beaucoup de conseils qui sont donnés aux meneurs de jeu dans la base, mais c'est beaucoup de conseils très... soyez souple et solide à la fois. Enfin, tu vois, on en revient à ce truc très très compliqué, très touchy. Il y a des phrases tordues, tu vois, du genre mais il faut les laisser, mais en même temps, mais oui, mais ça, mais tu vois. Et ça, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, enfin, voilà, étrange, des phrases bizarres, voilà, qui te font perdre la santé mentale. mais qui montrent en fait une certaine difficulté à expliquer comment mener un scénario, comment le diriger, quoi. Et puis de toute façon, à partir du moment où tu mets du paranormal dans un jeu, tu peux créer les règles de l'univers un peu comme tu le sens, donc ça laisse une liberté qui est assez totale quand même. Ouais. Oui, c'est la difficulté pour ton rôle. Tu vois, là je suis page 54, toute piste est une bonne piste. Tu vois, par exemple, les conseils de meneur de jeu. Achever une scène. Ils veulent prendre un tandem, mais laisse-les. Oui, laisse-les. Même si tu vois, tu pourrais dire vous allez pas trouver, ça va être un petit peu compliqué, mais là c'était marrant, il y avait un côté drôle. C'est très niche. Hein. Et puis quand vous avez voulu piquer des vélos, alors pourquoi ? Faut expliquer. Donc vous voulez piquer des vélos. Je vous dis faites tous un jet de piquer, difficulté 4. Et là vous vous rappelez qu'il y a une règle de coopération sur le donc on peut. Grâce à François, quand même. Hein. Voilà. Au lieu de faire un jet de piqué, tous difficulté 4, vous dites, il n'y a que 2 PJ qui vont faire un jet de piqué. Et nous, les PJ vont être aidés par un autre PJ qui va lui donner des points pour, en gros, fusionner. Ceci dit, je suis pas sûr que ça serve à grand. Il y a un calcul mathématique qui vous a amené à cette optimisation, ouais. Il vaut mieux lancer un seul dé et tout miser sur ce dé. Ça nous permettait de mettre plus de points de compétence. Ouais. En fait, on a été bête. On aurait dû mettre 2 points et 2 points, enfin 2 points et 1 point chacun pour descendre le dé à 1 et on était sûr de gagner. Pour le moment, on n'avait jamais échoué au dé. Donc à part contre un monstre, donc du coup, on s'est dit, allez, on en met un chacun. Vélo, c'était facile, quoi. Alors, pour expliquer rapidement le système de résolution. Donc, le truc, c'est que il va falloir battre une difficulté que le MJ va annoncer. La difficulté 4, c'est la difficulté moyenne. Pourquoi ? Parce que le lancer de dé, c'est un D6. Donc, je lance un D6. Si je fais 4 ou plus, je réussis mon action. Si je fais 1, 2 ou 3, je rate. Mais, modulo quelque chose. C'est qu'au moment où on demande un jet de difficulté 4 à un joueur, il peut choisir de dépenser des points de son personnage dans la compétence demandée. Par exemple, si je demande un jet d'athlétisme et que François a 3 en athlétisme, il peut dire, écoute, sur les 3 points d'athlétisme que j'ai, j'en dépense 2. Il va m'en rester 1 pour tout le reste du scénario pour obtenir un bonus de plus 2 à mon lancer de dés. Donc si la difficulté est de 4 et que je veux réussir mon jet d'athlétisme à tout prix et que je dépense 2 points, du coup, si je fais 2 sur mon D6, je vais faire 2 plus 2 points bonus,
4 et donc je vais réussir à passer à difficulté 4. Les points qu'on dépense avant le lancer de dés vont servir à augmenter son jet de dés d'autant de points dépensés pour pouvoir franchir la difficulté. Donc la difficulté, une des difficultés les plus difficiles dans le jeu, c'est la difficulté 8, parce que ça signifie qu'il faut dépenser 4 points dans sa compétence pour espérer pouvoir réussir avec un dé. Non, avec un D6, on est à 10. J'ai dit des bêtises. Il faut difficulté 8 parce qu'il faut dépenser 2 points dans sa compétence pour pouvoir, sur un 6, éventuellement passer la difficulté 8. Ça veut dire dépenser 4 points pour avoir une chance sur 2 de réussir. Enfin, la difficulté 8, déjà, elle est vraiment très, très, très difficile. Donc, la difficulté moyenne dans le jeu, on estime que c'est de difficulté 4. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous demandais un jet de dés, quand je ne vous disais pas quelle était la difficulté, c'était difficulté 4. Et parfois, j'augmentais la difficulté. Il y a plein de critères pour augmenter la difficulté. Je ne rentre pas dans ces détails, mais je pense que vous avez compris le système. Donc, en gros, chaque joueur-joueuse dispose d'un pool de points avec son personnage qu'il peut choisir de dépenser avant le jet de dés pour augmenter ses chances de réussir son jet de dés. Et là, tu as posé une question à un moment donné, François, je trouvais très intéressante dans le scénario, c'est mais comment est-ce qu'on regagne ces points ? Comment on sait comment les dépenser ? C'est ça. Alors, c'était la dépense sur le long terme. C'est qu'en fait, comme on ne sait pas le temps que dure la partie, on est toujours hésitant au début à dépenser nos points de stats pour savoir si c'était vraiment utile à ce moment-là. Exactement. Et du coup, ça amène une petite tension, on ne sait pas. Mais et ça, t'as trouvé ça intéressant ou bloquant ? Ouais, justement, moi, je trouve ce système de compétences, surtout pour les compétences générales, qui sont les capacités physiques, entre guillemets, je les ai trouvées super intéressantes parce que moi, je suis un plus du jeu vidéo et du jeu de société en général. Et quand on a 4 en athlétisme, par exemple, dans des jeux ou en endurance, on a 4 en endurance. Et ça ne change pas de la partie quasiment. Dans des rares cas, et on peut les récupérer. Là, on est dans un jeu de rôle où j'ai l'impression que sur la partie qu'on a faite, où tout se déroule sur une période assez courte, 1 à 2 journées, je pense. Et j'ai trouvé ce système très bien fait, parce que donc, je ne vais pas employer des termes simulationnistes, que je ne les maîtrise pas très bien encore, mais je trouve que c'est très bien fait dans le sens où, par exemple, on a 3 en athlétisme, on en dépense 1 pour sortir d'une situation un peu cata. Et je trouve ça très bien qu'on n'ait pas 3 points à dépenser la situation d'après, parce qu'en fait, on est fatigué. Le personnage est fatigué, le personnage est blessé, en fait, et par exemple pour la compétence piquée qu'on n'utilisait qu'une fois, mais je vais prendre celle d'équilibre mental qu'on a utilisée plusieurs fois. Ouais. Ça, par exemple, je trouve que c'est une super réussite parce que au début de la partie, le personnage il est frais, il est au taquet, il est rationnel, il sait que voilà, il peut encaisser un choc, il peut en encaisser 2, et en fait, au bout du 3e choc mental, enfin la 3e confrontation à l'irréel, ça devient dur psychologiquement pour le personnage. Et du coup, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien pensé pour la partie, que plus ça va, moins on peut dépenser de points, et donc plus le personnage est dans la galère. A contrario, je trouve ça un petit peu moins bien pour les compétences, notamment, même si ça s'explique encore par ce que je viens de dire, mais pour les capacités académiques ou techniques, relationnelles, ça s'entend, parce que la fatigue engendrant des problèmes comme ça. Mais pour moi, voilà... Par exemple, moi j'avais 1 en comptabilité légale, donc je sais pas quand est-ce qu'on aurait pu s'en servir, mais je pense que même un peu fatigué, on sait encore que on maîtrise encore à peu près ce genre de choses dans une certaine mesure. Tu voulais ajouter quelque chose, Caro, avant que j'embraye ? Le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les compétences d'investigation, tu réussis quoi qu'il arrive. Donc avoir 1 va te suffire à réussir pendant toute la partie sur ce domaine-là. C'est juste que tu dépenses ton point quand tu veux un truc particulier, quand tu veux que le MJ il te lâche un truc vraiment particulier. Et ce que je vous ai pas dit au début du scénario, c'est que les trucs particuliers que je vous lâche, c'est des trucs qui vont vous simplifier la vie dans les scènes de bagarre. C'est-à-dire qu'en fait, les trucs, quand vous dépensez des points pour un indice, vous obtenez un indice. Par exemple, vous auriez pu obtenir un indice, vous avez visité une maison à un moment donné, vous êtes infiltré dans une maison. Il y avait un système de surveillance magique dans la maison. Il y avait une membrane, en fait, qui était... À partir du moment où vous aviez pénétré dans la maison la fenêtre, vous aviez brisé la membrane et vous avez déclenché, en fait, un effet magique dans la maison. Eh bien ça, si vous aviez dépensé un point à un moment donné dans la partie, j'aurais pu vous le dire, par exemple. Je veux dire, la maison, on a jeté un truc dans la maison, les chiens s'en approchent pas, il se passe quelque chose dans la maison, un vieux pêcheur vous aura dit, tu vois, etc. Vous avez choisi d'entrer tout de suite dans la maison par effraction sans interroger le voisinage. Moi, j'avais prévu tout un truc autour des voisins, et j'avais, tant pis, tu vois, tant pis. C'est-à-dire que les voisins, ils avaient été payés, la somme d'argent qui avait été retirée au distributeur, c'était pour payer les voisins, pour raconter cette histoire de déménagement dans le quartier.
Tu vois, c'est des détails tout con comme ça, mais là, vous avez choisi de straight away, quoi, de foncer dans la baraque direct. Et bah, du coup, vous avez été confronté aux pires difficultés du monde dans la maison parce que c'était pas bien préparé, tu vois, quelque part. Donc ça, c'est pour les compétences d'investigation. C'est pour te répondre là-dessus. Donc, mais n'oublie pas que dans tous les cas, si tu as la compétence, tu réussis. Le point en plus, c'est pour te mettre bien. Ok. Maintenant, on reprend ton... qui est excellent. Tu vois, moi, à la lecture, je l'avais pas compris, ce point-là que tu viens de souligner. C'est en jouant avec vous ce soir et par la réflexion que tu as menée au cours du scénar, François, que j'ai compris, en fait, pourquoi est-ce que ce jeu était aussi un jeu d'horreur. C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on dépense des points, on est effectivement de plus en plus menacé par l'adversité, en fait. Mais c'est ce qui met la tension vraiment dans le jeu. C'est ça. En fait. Mais ça, en fait, je te jure que quand tu lis le jeu, tu le réalises pas, en fait. Il faut être joueur. Et tu vois, même en tant que meneur, vous me l'apprenez, en fait. Moi, dans ma tête, en tant que meneur, j'étais plutôt en train de me dire « Oh, c'est un peu chiant, ce truc des points. » À un moment donné, quand vous m'avez dit « Ouais, quand est-ce qu'on les regagne ?» J'ai failli dire « Oh, Osef, la règle qui dit qu'on les regagne à la fin du cas. » Parce que la règle, c'est ça. C'est que vous regagnez tous les points quand vous avez résolu l'affaire. Ça veut dire que c'est pas à la fin de la partie que vous regagnez les points. C'est quand le cas est résolu. Donc là, ça veut dire que la prochaine fois qu'on va jouer, pour finir, on repart de ça. Et donc du coup, c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous allez pas être frais. Donc quand l'horreur va surgir, vous allez être plus fragile, plus menacé. Donc plus ça va, plus l'intensité horrifique en fait va augmenter. Et ça, c'est très très malin. C'est vrai que c'est très bien vu. Le système est très bien pensé pour le coup. Effectivement. Et en même temps, on est un peu sous pression et frustré parce qu'on ne sait pas la durée de l'enquête. On ne sait pas combien de combats on va faire, on ne sait pas. Donc en fait, on se dit bon, alors là, enfin moi j'ai dépensé 4 infiltrations pour rentrer dans la maison. J'aurais pu en dépenser un peu moins en me disant ah mais attends parce que l'infiltration on va peut-être en avoir encore besoin. Ouais. Donc il y a tout ça aussi qui frustre un peu en se disant ouais, mais je vais tout dépenser mais du coup j'aurais plus rien. Est-ce que là c'est vraiment important que je les dépense? On se pose beaucoup de questions en fait aussi sur la manière de les dépenser. Ouais. Donc, mais tu vois, est-ce que c'est pas justement le propre de l'enquête que de te fournir ces réponses? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que en fait, on n'était pas. On connaissait. On n'était pas assez préparé. En fait, comme on connaissait pas le jeu. La première partie, investigation, enquête, etc. Et tout ça, on savait pas trop quoi faire, on savait pas vers où aller, on savait pas utiliser nos compétences, et c'est ce qui nous a manqué effectivement sur le reste. Ouais, c'est intéressant. Mais moi non plus, hein, c'est la première fois que je joue au jeu. Hein. Donc je tiens à vous le dire, sinon je vous aurais donné des conseils, je vous aurais dit voilà. Ouais. Mais là, j'ai rien dit parce que je savais pas quoi dire. Hein. Je découvre en même temps que vous. Claire, tu voulais ajouter? Je pense qu'on a eu peur en fait de passer trop de temps sur le narratif. Et en fait, on s'est dit il faut qu'on parte vers l'action. Or, le narratif est extrêmement important dans le jeu. La preuve, c'est qu'on a dépensé très peu de points de nos compétences perso. Et par contre, on n'a presque plus rien en compétences générales. On a foncé dans le conflit. Oui, c'est ça. Ouais. À la Parce que pour nous, c'était ça, en fait. L'idée de jouer, c'était partir au conflit, partir dans l'action. Ouais. Or, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus s'installer dans l'enquête avant et la narration. Parce qu'on n'a pas fait assez. Ouais, c'est ça. Le jeu est pensé pour ça. Mais tu vois, moi-même, j'avais pas compris avant de... Il y a une vraie phase d'apprentissage, pour le coup, et de comprendre comment le jeu fonctionne de ce point de vue. Mais pour ça, c'était bien en fait ton scénar, parce que du coup, comme on est passé par toutes les phases, là, tu vois, quand ça s'est arrêté, on était tous là en train de dire ah bon? Bah non, du coup. Et en fait, on sait que la prochaine fois, on va l'investir autrement et on va, je pense, plus... Oui, parce que là, plus ça va aller, moins les compétences générales vous en aurez. C'est ça. Donc du coup, il faut vraiment que l'enquête soit super bien préparée pour ne pas se retrouver... Voilà, pour ne pas subir en fait une résistance indue. Effectivement, ouais. Ah, tu vois, c'est très 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 intéressant. Hein. J'étais passé complètement à côté du système Gumshoe en 2006. J'avais joué un petit peu à Cthulhu Gumshoe, mais je n'avais pas le souvenir que c'était aussi bien que ça. C'est marrant.
C'est bizarre. Peut-être qu'on n'y avait pas joué avec les règles by the book à ce moment-là. Mais je trouve ça remarquable. Vous aviez des... Ouais, vas-y Caro. Hein. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce jeu-là, c'est que même quand ça allait mal, j'ai été surprise à un moment donné, on découvre des choses. Oui. Au moment où on s'y attend pas vraiment. Par exemple, à un moment donné, j'avais l'équilibre mental, j'ai pris dans la tronche, quoi. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, je vais devenir folle, c'est fini pour moi, quoi. Et en fait, non, tu m'as balancé une vision qui m'a donné des indices, en fait, sur l'histoire. Oui, tout à fait, ouais. Et je m'y attendais pas du tout, pour le coup. Ouais. J'ai vraiment vu ça comme une punition, en mode, bon, bah, voilà, je suis blessée, en fait. Ouais. Et il y a eu plusieurs petites surprises comme ça dans le jeu, j'ai bien aimé. Ouais, mais ça c'est vraiment toujours y a pas de mauvaise piste. Enfin tu vois, il y a pas ça, en fait. Il faut toujours récompenser les joueurs et les joueuses de se mettre dans des situations compliquées. Enfin c'est vraiment intéressant quoi. C'est du Tumbling Forward tout le temps. Et ça évite la frustration sur un lancer de dés pourris comme on peut avoir dans Donjons et Dragons, j'imagine, ou dans n'importe quel autre jeu un peu de rôle ou de plateau. De se dire que l'histoire avance quand même malgré... C'est ça, j'ai eu l'impression d'avancer, de pas être juste puni, de manger. Quoi. Mais du coup, ça répond un peu à votre question du début, qui est, mais en fait, qu'est-ce qu'on joue quand on joue l'enquête et tout ? En fait, c'est qu'on... Comment dire ? Ce qui compte, c'est un peu comme Colombo, tu vois ? On sait qu'on va y arriver, mais c'est comment on va y arriver qui compte. Et tu vois, c'est pareil pour l'enquête. On sait qu'on va trouver l'indice. Mais en fait, on choisit comment. Est-ce que c'est par la photographie ? Est-ce que c'est machin ? Et tu vois, et c'est là. Et du coup, on mobilise notre personnage et potentiellement aussi son histoire, son vécu, ce qu'il raconte pour faire avancer l'enquête. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Pour un jeu de rôle classique, c'est très très intéressant. C'est une vraie révolution, je trouve, dans le jeu d'enquête, effectivement, qu'apporte le système Gumshoe. Donc en fait, il y a un côté comment on résout les actions, et du coup on choisit un peu le film dans lequel on est finalement. On sait qu'on est dans un jeu d'horreur parce qu'effectivement plus ça va, plus on est vulnérable, parce que c'est ça en fait le truc, vu qu'on dépense des points. Mais en même temps, la manière dont on résout les actions, soit par l'infiltration, soit par la surveillance de vidéosurveillance, soit par la photographie, soit par l'histoire de l'art, soit par l'occultisme, enfin vous imaginez, regardez le nombre de compétences qu'il y a, on choisit un peu son film en fait, tu vois, quelque part. Soit on est dans la 8e ou 9e porte, soit on est dans une espèce de truc cyberpunk où on hack les caméras de sécurité, vous voyez, enfin il y a un côté, chacun vient chercher les indices un peu comme il veut, je trouve ça fascinant. Et je me dis qu'en fait le jeu va nous pousser aussi à être plus créatifs, dans le sens où quand on aura dépensé des compétences dans une manière de faire, on sera bien obligé de renouveler aussi notre manière d'aborder l'enquête. Absolument. Absolument. Ça c'est fascinant. Et tant que le cas n'est pas résolu, bah oui, on doit... C'est pour ça, en fait, que l'attrition des points existe. Alors, je comprends qu'en tant que joueur, ça soit un peu en mode, bon, je dépense un point, j'espère ne pas regretter d'avoir dépensé ce point, etc. Je comprends, mais en même temps, je trouve que le jeu en vaut la chandelle du point de vue de l'ambiance. Et puis, ça pousse aussi, je trouve, à rater des choses. Mais volontairement. C'est-à-dire, en fait, dans le jeu, on choisit un peu quand on rate, quoi. Tu vois, si on a envie que la créature, elle nous blesse à ce moment-là, on se dit, allez, vas-y, je garde des points, je thésaurise des points pour le moment où j'en aurais vraiment besoin. Allez, le coup de griffe, là, day 2 du scénar, vas-y, je le prends, quoi. Comme ça, je serai fort contre le méchant qui a tué mon fils à la fin du scénar. Tu vois, il y a un côté comme ça aussi. Donc ça, je trouve vraiment pas mal. Et donc nous, tu nous as créé nos personnages, mais du coup, quand les joueurs créent les leurs, est-ce qu'il y a un nombre de points donnés, ils les mettent où ils veulent ? Est-ce qu'il y a des pistes pour les créer ? Est-ce qu'il y a des obligations ? Il y a deux types de points. Les points dévolus aux compétences générales, tu as 60 points à répartir. Vous, je vous en ai mis 80. J'ai rajouté des points au dernier moment, j'ai rajouté 10 points en santé mentale, enfin en équilibre mental et en santé, parce que je me suis rendu compte que le jeu demandait... En fait, au départ, j'ai fait des matrices pour que vous ayez tous des personnages très différents. Parce que ce que je voulais, en fait, c'est qu'il y a 4 persos, et en fait, si vous regardez, vous avez tous 8 à un endroit différent, tous c'est équilibré, en fait, à chaque fois. Et d'abord, j'ai tiré les chiffres, et ensuite... j'ai fait les personnages en fonction des chiffres que j'avais tirés. Donc je suis parti vraiment du truc inverse. Pour que vous ayez vraiment... que chacune d'entre vous ait des choses à jouer différentes.
Donc ça, c'est un premier élément. Donc il y a 60 points à répartir dans les compétences générales, et là, vous en aviez 80. Mais en fait, ce qu'il conseille dans le jeu, c'est de maximiser, c'est-à-dire de dire, bon, moi, je suis très fort en mécanique, en machin. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu panaché. Je vous ai mis des trucs, des points de force, hein, clairement, mais j'ai un peu plus panaché pour aussi que vous puissiez un peu jouer à tout et toucher à tout. Ça, c'est un premier élément. Donc 60 points seulement dans les compétences générales. C'est pas beaucoup, moi, je trouve. Hein. Franchement, quand tu as fait 60 points, tu regardes, c'est compliqué. Par contre, dans les compétences d'investigation, ça, c'est génial. Et ben, en fait, ça dépend du nombre de personnages principaux autour de la table. Donc, tu as un tableau qui te dit, si vous êtes 4 personnages, vous avez 22 points s'il y a 4 personnages principaux, ce qui était le cas là, vous avez 22 points de création d'investigation. Si vous êtes 3 personnages, vous avez 24 points, et si vous êtes 2 personnages, vous avez 32 points d'investigation. Autrement dit, le jeu fait en sorte que moins il y a de joueurs et de joueuses à votre table, plus ils ont de compétences. Ce qui est complètement logique en fait. Ouais. Mais on les met où on veut. Et tu les mets où tu veux. Voilà. D'accord. Et donc moi j'avais voulu faire des personnages tous très différents de façon à justement mobiliser vous encourager à mobiliser des idées différentes. Le truc c'est qu'en fait c'est une très mauvaise idée, mais j'avais pas le choix, parce que si on faisait des personnages on jouait qu'1 heure quoi. Mais, mais c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait il faut laisser le joueur ou la joueuse faire son personnage, parce qu'en fait en fonction de sa propre culture générale, elle va vouloir mettre des points dans un endroit... Enfin, c'est normal, en fait, tu vois. Tu vas vouloir t'inspirer de ce que tu connais pour faire ton personnage de façon à être toujours pertinente, tu vois, sur les points d'accroche. Là, si t'es expert en photo, c'est cool d'avoir des points photo parce que tu peux apprendre au maître de jeu des trucs. Tiens, je vais regarder le pelliculage, et les négatifs. Il y a la date là sur le truc. Le MJ, il est peut-être même pas au courant, tu vois. Ah bon, il y a la date là-dessus. Ouais, il y a la date. Tac. Et tu vois, du coup, tu peux amener des trucs. Et tu vois, ça c'est très sympa. Donc du coup, c'est un peu le problème des pré-tirés, c'est que t'as pas ce côté-là. Tu vois, Caro, toi, t'aurais pu mettre de l'histoire de l'art et tu nous aurais peut-être appris plein de trucs sur le graphisme, machin. Enfin, tu vois, je veux dire, toi, sur la littérature claire. Enfin, tu vois, chacun d'entre vous aurait pu amener, en fait, des éléments du réel et les importer. Et ça aurait été très intéressant aussi pour la dimension immersif du jeu, le bleed, le fait de se sentir vraiment comme son personnage et tout ça, ça aurait pu être sympa aussi. Et pour appuyer ton argument, je dirais qu'en plus, de fait, quand on reçoit le personnage, on a un peu le syndrome du bon élève. On se dit, je veux faire plaisir au MJ, entre guillemets, je veux pas le décevoir, et donc je veux respecter l'archétype qu'il a créé. Ouais, et ça c'est un frein. C'est un facteur de... En tout cas, c'est ce qui fait qu'on a peut-être davantage tâtonné au départ en se disant comment je rentre dans mon personnage. Ouais, et tout le monde hoche de la tête, hein. Donc vous êtes tous d'accord. François, et surtout, même principe que dans beaucoup de jeux de rôle pour ma part, en tout cas, c'est d'éviter la caricature. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, moi je joue un ancien flic avec plein de trucs qui le caractérisent, alors que, je suis assez loin de ça à titre personnel. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est compliqué de rentrer dans la peau de cette personne-là sans devenir une caricature de et là, tu vois, pareil, le pré-tiré, moi je le fais aussi pour ça pendant mes scénarios, parce que comme ça, je sais que je vais avoir des noms qui seront pas caricaturaux, des histoires. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez tous et toutes une histoire tragique en réalité. Vous avez perdu un proche, en plus vous êtes parfois mêlé même à la membrane, donc au monde subjectif et à l'ésotérisme. Donc du coup, ça fait que du coup les personnages ils sont tout de suite impliqués, on est dans la série noire. Si tu laisses les joueurs et joueuses faire leurs personnages en convention, c'est un risque, hein, clairement. Tu te retrouves vite avec la bite à Dudule et n'importe quoi. Et donc du coup, t'as le côté, là pour le jeu d'horreur et l'ambiance horrifique, on n'y est pas, quoi. Après ça, c'est peut-être le contrat que tu passes avec tes joueurs en début de partie. Oui, mais tu vois, du coup... Au moment où tu t'installes autour de la table et que tu fais Exactement. des personnages, on se donne un cap en termes de narration. Et on sait que du coup, si on part sur un truc là un peu Lovecraftien comme on a fait ce soir, on va éviter toutes les blagues avec les olives, etc. Mais ça, tu vois, ça nécessite un engagement. Et cet engagement-là, ce contrat social-là, il faut le verbaliser, il faut en discuter. Oui, et donc, du coup... il faut prendre du temps pour le faire. On aurait dû, sans doute, tu vois, si on avait voulu faire nos personnages, on aurait dû faire la soirée, en fait, à créer nos persos, à réfléchir aux interactions entre eux. Tiens, est-ce qu'il y a eu une histoire d'amour à un moment donné entre le docteur et l'ancien flic? Enfin, je sais pas, un truc qui rende les personnages encore plus attachants. Évidemment, tu vois, faudrait faire ça. Oui, bien sûr, mais là, dans le format dans lequel on teste, c'est évidemment logique de faire comme ça, et c'est très bien. Mais sur des campagnes, j'imagine, comme on peut faire dans Donjons & Dragons, oui, c'est l'idéal de d'abord créer les persos correctement en amont et d'avoir un truc qui nous ressemble un petit peu.
Mais je trouve qu'on a quand même eu une expérience globalement quand même assez efficace, je trouve. Totalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois qu'on est rentré dans nos personnages et qu'on a pris confiance en nous, surtout, tu nous as aussi beaucoup rassurés et pas mal cadrés au départ. Finalement, la mécanique, elle s'intègre bien. Et je pense qu'on a tous pris plaisir après à enquêter, et à vivre l'aventure. D'ailleurs, personne n'avait envie d'arrêter. Et même quand tu nous as fait cette fameuse explosion, on était tous tellement dedans que ça a hurlé partout. Oui, j'ai tapé du poing sur la table parce qu'en fait, donc, au moment où vous entrez dans la maison, vous êtes détecté par les exoterroristes qui donc ont repéré que vous étiez là, et donc du coup il y a une ombre autour de la maison qui arrive, enfin il y a un PNJ qui arrive en gros assez rapidement, et donc du coup voilà, il a piégé votre voiture et elle explose au pire moment, et donc du coup j'ai joué cette scène, explosion, réveil des voisins, obligé de fuir parce que en train de faire de l'urbex dans un lieu où vous devriez pas être, enfin il y a peut-être vos empreintes qui vont rester là, enfin ça va être là la suite promet. Et puis tu l'as très bien placé parce que tu l'as fait au moment où on était en train de communiquer avec une âme. Ouais, avec un esprit. On était très à l'écoute, très concentré. Oui, non, c'était pas gentil. C'était vraiment pas gentil de ma part. Je suis vraiment une grosse vache. Je mérite une sanction pour ça, une punition. François, j'espère que tu me donneras ma punition après. Dimanche. Ah oui, dimanche. Dimanche. Grosse punition dimanche. Tournoi de Magic à Saint-Malo, attention. Donc, un élément aussi sur lequel je voulais revenir, c'est l'aspect théorique en fait du jeu. C'est rare, je trouve, dans les bases de jeux de rôle de cette époque-là, de voir autant de théorie du jeu de rôle dans la base. En général, le jeu, c'est le jeu, tu vois. Il y a un côté, les rôlistes ont vraiment ce côté dans le monde du jeu, surtout dans ces années-là, c'était vraiment bon. La théorie, c'est pour les forums sur Internet, pour les blogs, et puis le jeu de rôle, la base de jeu de rôle, il n'y a pas de théorie dedans, c'est juste le jeu, et logiquement, la partie doit faire transparaître, s'il y a une théorie, et doit la faire transparaître. Là, il y a une note d'intention. Il y a des aspects théoriques, on sent que le jeu, il est en communication en fait avec l'histoire du jeu de rôle à ce moment-là, et où en est le jeu d'enquête, et qu'il veut vraiment apporter une réponse à une question que les rôlistes se posent. Et je trouve ça, pour un jeu de 2006, je trouve ça assez fascinant de voir un jeu qui pose une théorie, qui dit, voilà, il y a carrément des pages dans le jeu qui parlent de théorie de jeu de rôle. Tu vois, pourquoi un nouveau système Enfin, tu vois, et donc là, il y a un aspect théorique, il y a une note d'intention. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce jeu, etc. Ce qui est, à mon avis, pour cette époque-là, dans le monde du jeu de rôle classique d'enquête, quelque chose d'assez inédit. Je trouve ça remarquable. Ça fait un peu penser au principe du manifeste, en fait. Mais exactement. Je défends une manière de faire et je voudrais qu'on la reprenne parce que je pense qu'elle fonctionne. Et ben moi, je crois qu'on peut dire de Robin DeLoz avec le système Gumshoe que ce système est un manifeste, au sens propre. Comme certains jeux justement de The Forge qui vont être un manifeste pour dire le MJ n'est pas forcément... Enfin, que le jeu de rôle classique n'est pas... le seul type de jeu de rôle possible, tu vois. Là, c'est un manifeste, mais dans le monde du jeu de rôle classique. C'est-à-dire qu'on sent que c'est de la théorie pour les gens qui font du jeu de rôle classique et pour lesquels le jeu de rôle, c'est le jeu de rôle classique. On a rencontré ce problème-là dans le jeu de rôle classique. Moi, Robin DeLoz, je prends ce problème du jeu de rôle classique et je trouve une solution, quoi. Ce qui défend aussi l'idée que le MJ doit quand même être assez expérimenté pour être sensible, je pense, aux changements qui sont proposés. Oui, et c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre, c'est que c'est un livre, en réalité, qui parle à des experts du jeu de rôle. Des gens qui ont rencontré ces problèmes eux-mêmes. Il y a plein de règles. On avait, avec Adrien Cahuzac, on avait un jour théorisé cette idée que quand tu trouves une règle négative dans un jeu de rôle, ça veut dire en creux qu'il y a une pratique majoritaire qui fait... Par exemple, si vous trouvez... dans votre livre de jeu de rôle, il y a écrit « Il n'y a pas de MJ dans ce jeu de rôle », c'est donc une règle négative, « Il n'y a pas de », ça veut dire que la pratique majoritaire, c'est qu'il y a des MJ, et donc on est obligé de dire... ce qu'il n'est pas, tu vois, par exemple dans Secret of Eons, donc mon jeu, il y a des dés, mais j'ai précisé dans la règle, on ne lance jamais les dés
parce que les gens, ils ont l'habitude de jouer avec les dés et de les lancer, tu vois, c'est logique, c'est des dés, on les lance. Non, dans Secret of Eons, les dés ne servent que de marqueurs de points de vie, de compteurs pour les PV des PNJ, etc. Et donc, du coup, j'ai dû ajouter cette règle, on ne lance jamais les dés. Et ben là, il n'y a pas de MJ, pareil. Donc, on avait cette idée que, avec Adrien, on avait théorisé ça, que les règles négatives, en fait, en creux, disent à une époque, quand tu trouves une règle négative, ça te dit quel était le fait majoritaire, l'évidence à cette époque-là. Et en fait, dans le jeu de Robin Delos, dire voilà, les indices ne doivent pas être considérés comme du porte-monstre trésor, ça montre qu'à cette époque-là, les indices étaient considérés comme des récompenses à donner, etc., etc. Et donc, le jeu vraiment s'adresse à une certaine époque, à certains types de rôlistes, certains experts. Entièrement d'accord avec ça. Et quelque part, je sais pourquoi Rick Pogan m'a envoyé ce jeu, c'est que ça cloue le bec à une idée qui est souvent défendue par la cellule, que finalement, les seuls à avoir fait de la théorie sur le jeu de rôle, c'est The Forge, c'est les indépendants qui ont remis le fait majoritaire et le jeu de rôle classique, qui ont remis en cause la version classique du jeu de rôle. Et en fait, ce qui est intéressant avec les théoristes de Robin Delos, c'est que ça montre qu'en fait, il y a aussi des théories dans le monde du jeu de rôle classique. Il y a aussi des théoriciens. C'est juste qu'ils ne remettent pas, ils ne jettent pas le bébé avec l'eau du bain comme pourrait le faire The Forge, mais qu'ils travaillent dans le contexte du jeu de rôle classique à faire eux aussi des manifestes, eux aussi à trouver des solutions à leurs problèmes. Et je pense que la mouvance OSR et toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui font partie de ce type de manifeste au sein du jeu de rôle classique. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous partager ce jeu de rôle classique qui parle en fait au jeu de rôle classique. Puis c'est cool de t'avoir Claire aussi avec nous, toi qui a fait un petit peu plus de jeu de rôle classique, parce que pour toi, Caroline, qui n'a fait que ce jeu de rôle classique-là, tu vois, je pense que tu peux pas rentrer dans les détails de cette théorie-là, tu vois, juste donner ton sentiment, mais très intéressant aussi, puisqu'il nous permet de prendre du recul et de se dire qu'est-ce que ça fait. François, tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai vu lever la main. Non, tu te grattais la tête. Ok, très bien. Le système des armes, tout ça, ça vous a pas surpris le jet de organisation à un moment donné? Moi, ça m'a donné un peu l'impression du ta gueule, c'est magique. Alors vas-y, raconte qu'est-ce qui s'est passé exactement. En fait, je me souviens bien, c'était avant qu'on parte, avant qu'on cambriole la maison, on s'est rendu compte qu'on n'était pas armés et qu'on avait des chances d'affronter des démons ou des trucs similaires. Et là, Claire a fait, je suis quelqu'un d'organisé, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac de Mimimati. Ouais. Et du coup, j'ai des paf, tiens, un bazooka, un couteau. Mimimati, c'est mieux. Mary Poppins. Un couteau, Mary Poppins, c'est des trousses de soins. Donc ça m'a fait sourire. Après, ça reste un jeu. Il faut quand même faire avec des éléments qui nuisent pas à la narration. Il faut que ce soit cohérent. Donc, faut bien un petit peu, des fois, du tais-toi, c'est magique. Vas-y, Claire, moi je l'ai vécu comme un sauvetage du MJ pour le coup, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez enquêté, on s'est jeté tête baissée à l'arrière de la maison en se disant allez c'est bon on y va, et là le MJ nous a dit peut-être que vous auriez dû préparer des choses. Est-ce que quelqu'un chez vous est organisé? Et ça, on aurait dû le faire bien avant, se dire qu'est-ce qu'on fait avant d'aller cambrioler une maison où quelqu'un est sûrement mort. Ouais. Alors, ce qu'on n'a pas fait. Donc, je trouve... Alors, déjà, regardez. Donc, dans la base, vous avez des compétences générales. Athlétisme, un petit paragraphe. Bagarre, un petit paragraphe. Et puis, à un moment donné, dans la base, je vous jure, c'est vrai, vous avez organisation qui fait une page d'explication. Et c'est alors, 4 fois plus long que les autres. Et alors, ça a attiré mon regard. Je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, c'est génial parce que ce que raconte ce paragraphe, c'est la malléabilité du contenu fictionnel du jeu de rôle. C'est-à-dire, ça nous est arrivé plein de fois dans des parties de jeux de rôle de se dire merde, on aurait dû penser à ça en fait. Et en fait, tu te dis mais c'est évident. Mon personnage, par exemple, je sais plus qui à un moment donné a dit mais je suis docteur, j'ai forcément. C'est moi, j'avais une trousse de soins avec moi. Voilà. Et seulement, c'est vrai qu'en tant que joueuse, t'as pas forcément pensé à dire au MJ que t'avais pris ta mallette de médecin, mais c'est voilà, c'est tu fais des autopsies, t'es médecin, bah oui, t'as forcément un matos de trop. Et en fait, cette compétence organisation, elle est là pour ça, en fait. Et alors, tu dis un sauvetage du MJ, mais je peux te jurer que c'est vraiment prévu par le jeu, quoi. Tu vois,
Pardon, vas-y, non, continue. En fait, ça reprend la fiche de personnage qui est pour le coup ultra bien faite. Il y a plein de compétences. Je vais prendre la chimie qui me fait rire. En fait, en la lisant au début, je me suis dit, oui, enfin bon, s'il faut avoir fait bac plus 5 en chimie, c'est compliqué à utiliser. Mais en fait, non, on peut très bien se dire, avec des patates, on fait de la vodka et ça suffit pour ces compétences-là. Donc, tu vois, je reprends bureaucratie au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser parce qu'on a failli mourir. Mais en fait, il y a des milliards de façons d'utiliser les capacités. Et ça dépend un peu que notre imagination. J'adore ce paragraphe. Et je trouve que cette fiche-là, donc ça reprend l'organisation, c'est quand même une grosse réussite du jeu. Mais ça, je trouve ça brillant. Tu vois, regarde, je te dis juste la première phrase. Vous savez parfaitement anticiper les besoins d'une mission en sachant empaqueter du matériel d'équipement avec tout le nécessaire. Considérant que vous avez immédiatement accès au matériel, vous pouvez sortir n'importe quel objet dont l'équipe a besoin pour surmonter un obstacle. Donc c'est pas le MJ, c'est le jeu qui a prévu, tu vois, Claire. Et ça change tout, je trouve. Ça veut dire que ça montre une intelligence dans le game design, tu vois, de dire, c'est pas le MJ qui a sauvé le scénario. Tout ce que j'ai fait, c'est d'appliquer les règles qui sont dans la base. C'est le jeu qui est bien fait. C'est pas le MJ, là, qui est bon. C'est le jeu qui est bon. Le jeu ne punit pas tant que ça l'inexpérience des joueurs. Et non, pas du tout. Du coup, ça en fait pas un jeu frustré où on va jouer 4 heures en disant... c'était chiant parce que comme on n'a pas pensé à ça, voilà, exactement. Ça permet une malléabilité dans l'histoire qui rend l'aventure plaisante. Exactement. Tu te dis, bon, au pire, ce à quoi moi en tant que joueuse je n'ai pas pensé, mon personnage y aura pensé. Et donc c'est ça qui est très très fort. Et donc la compétence là, elle montre vraiment ça, quoi, la malléabilité du contenu fictionnel. Et ça c'est souvent un exemple que je cite quand je parle du Maelstrom, de dire par exemple non, à un moment donné j'avais dit, parmi les propositions dans la scène précédente, j'ai dit que je prenais pas mon épée à l'auberge. Et puis dans la scène 2, je réalise qu'en fait ce serait tellement cool qu'en fait je l'ai prise, tu vois. Et là du coup je regarde mon MJ avec des yeux de chimène et je lui dis, s'il te plaît, juste pour avoir pris mon épée. Mais bien sûr, t'as pris ton épée parce que c'est plus cool en fait. Parce qu'on est là au service, non pas de est-ce que t'as pris ton épée ou de... On n'est pas là pour faire du ludisme, on est dans un jeu d'intrigue, d'enquête. Donc on n'est pas là pour dire ah ben non, t'as pas pensé à prendre ta trousse de soins, pas de bol, tu vois. Non, c'est un médecin, il sait qu'il faut prendre la trousse de soins pour aller, etc. Et donc du coup, tac, on a cette compétence d'organisation. Pour autant, c'est une compétence. On dépense des points. Et donc, on revient à ce que disait François tout à l'heure. Quand on n'a plus d'organisation, à la fin, on n'a plus les objets dont on a besoin. Et c'est là que l'attrition peut se faire sentir. Donc, au début, on est très organisé et au fur et à mesure, on va l'être moins. Ça, c'est tout ça. Je trouve ça génial. Et du coup, pareil, si tu veux optimiser, sachant que le cas est loin d'être résolu, tu peux te dire merde, début du scénar, putain, vous avez pensé à vos armes ? Non, on les a oubliés dans la bagnole. Tu peux faire exprès parce que t'as pas envie de réussir ton jet d'organiser. Et tu vois, tu peux faire exprès pour que à la fin, si tu veux optimiser, ce soit pas mal. Donc vous voyez, c'est pensé par le jeu. Là, tu vois, souvent on dit il y a des bons et des mauvais MJ. Oui, mais il y a aussi des bons et des mauvais jeux. Et là, par exemple, on a une règle qui permet en fait, c'est le jeu qui sauve le MJ, c'est pas le MJ qui sauve le jeu, tu vois. Là, il y a un cas concret, quoi. Super truc, ça, l'organisation. Donc voilà quoi, Mary Poppins, Claire. Pour le coup, juste comme ça, moi j'avais 5 en organisation, je considérais que c'était beaucoup. Et on a tellement paniqué de ne rien avoir du tout qu'on a dépensé déjà 4 points. Donc moi, pour la fin de la partie, il me reste 1 point d'organisation. Est-ce que vous avez de l'organisation vous aussi ? Moi j'ai 1 point. T'as 1 point, ouais. J'en ai... Oh, j'ai perdu 4. 4 points. Caro est parti chercher sa feuille. Hop, voilà, donc, mais tu vois, comme quoi les compétences, elles sont vraiment pas mal faites du tout, quoi. Il y a vraiment une réflexion, tu vois, qui a été menée. C'est extrêmement varié, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est vraiment là, tu vois, ça, c'est un jeu qui ne peut être fait que par un amateur. Alors, t'avais combien de points en... J'avais 4. 4. Globalement, j'avais mis pas mal d'organisation à chacun de vos personnages. Enfin, j'avais mis à tout le monde une compétence moyenne. Parce que je trouvais que c'était trop cool comme compétence à utiliser. J'espérais qu'il y ait cette scène, honnêtement, je l'attendais, la scène d'utilisation. Je crois qu'on a utilisé toutes. Est-ce qu'on a utilisé toutes les compétences générales, François non, il y en a plein que j'ai pas utilisé. Surveillance, psy, premier soin. Parce que moi j'ai utilisé. Donc en fait, je pense qu'à part psy,
Ah, C'est moi qui ai fait le Sim. pardon. Ah, bah, si, a été fait Eh aussi. ben, elles ont toutes été utilisées alors. Global, vous vous rendez pardon, compte excusez-moi. Ouais. Et ça je l'ai pas. Ça, c'est pas volontaire de ma part. C'est-à-dire que ça, c'est. Parce que conduite, on l'a utilisé. Mécanique on aussi, a fait. puisqu'on n'a pas réussi à piquer. Sinon, on n'aurait peut-être pas utilisé mécanique si on avait eu nos tandems. Ouais, alors ça c'est quelque chose de très réussi dans le jeu aussi, parce que quand tu prends la feuille de personnage de l'appel de Cthulhu, bon courage les gens qui arrivent à utiliser équitation ou conduire un attelage. Je veux dire, non, mais parce qu'il y a ça dans Cthulhu. Hein. Là j'ai la base pas loin. Si je vous sors la feuille de perso, je vous fais le pari en tant que MJ pour utiliser. Je sais qu'il y a des MJ de l'appel de Cthulhu qui prennent la base de l'appel de Cthulhu, la feuille de personnage, et qui se disent « Ok, je vais faire un scénario pour utiliser cette compétence-là. » Œnologie. Ah oui. Œnologie, pour quand même c'est pas mal. Hypnotisme, bon, encore que dans l'appel de Cthulhu. Conduire un attelage, conduire engin lourd. Argot, bon courage, hein. Tu vois, serrurerie. Bon, serrurerie, encore, là, vous auriez pu l'utiliser. Ça peut être utile. Ouais. Mais tu vois, t'es toujours en train d'attendre dans l'appel de Cthulhu que le MJ appelle ta compétence, alors que là, t'es actif, quoi. Moi, Oui, c'est toi qui la déclenche si tu as envie. Et là aussi, tu vois, je n'ai pas fait exprès, mais je suis sûr que si on fait une petite énumération de toutes les compétences d'investigation et tout, je pense que vous avez tout utilisé. Je n'ai pas utilisé. Non, par contre, non, parce que moi, j'avais balistique. Justement, là, j'ai été un peu frustrée parce que, en fait, moi, mes compétences d'investigation ne servaient pas au début. Parce que c'était balistique, analyse de documents, à la rigueur ça, mais engin explosif, j'ai voulu faire péter des trucs, ça n'a jamais marché. Tellement vite dans l'action qu'on aurait vraiment pu prendre le temps. On a fait que 40%, je crois. Non, mais c'est ça. Je pense que ça va servir plus tard. Alors, pour info, Géraldine, si tu m'avais dit, ok, j'utilise mon expertise en explosif sur le truc de sécurité de la banque, par exemple. Tu vois, parce qu'il y a une caméra de sécurité qui s'est déclenchée. J'aurais pu te dire, tiens, par exemple, tu vois que ça s'est déclenché parce qu'il n'avait pas le droit de retirer autant d'argent, il a bidouillé, ça, tu vois, j'aurais inventé un truc à la volée, mais j'aurais eu, tu vois, si tu avais dépensé des points, et là, explosif, on va voir, mais il y a la voiture qui vient de péter. Donc les explosifs, toi tu les as pas utilisés, mais le méchant il a utilisé sa compétence en explosif apparemment, tu vois. donc il va falloir un gros commando pour aller le punir tout à l'heure. Tu vois l'idée, Géraldine, c'est que mais j'avoue que pour toi t'étais plutôt l'homme d'action. Oui. Quand tout dérape, t'es là en fait. Oui. Par contre après effectivement dans l'action je me suis éclaté. C'est vrai que le début de scénario était pas tellement pour les gros bras. C'était plutôt Mais tu vois, ça aurait pu tourner au jeu de massacre dans le bar. Hein. Vous auriez pu déclencher une bagarre et gagner un indice grâce à ça. Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est là qu'il y a aussi de la créativité de la part des joueurs. La proactivité. Enfin, le système Gumshow, il implique une proactivité des joueurs que j'ai rarement vu dans des jeux de rôle classiques de cette époque-là, en 2006. C'est vraiment remarquable. Moi j'ai beaucoup aimé construire le scénario en me servant parce que c'est pareil, il y a de la théorie sur la construction de scénario aussi, c'est-à-dire que le jeu te prend par la main et te dit voilà, ma théorie c'est qu'il faut faire ça, les indices faut les construire comme ça, faut les donner, faut jamais par exemple situer les indices dans l'espace et le temps, il faut que tes indices ce soit pas scène 1 je vais donner cet indice là, scène 2, non, c'est en fonction tu vois, les indices ils doivent être fluides, ça doit, enfin bref, je trouve ça très intelligent quoi. C'est très intelligent effectivement. Moi j'ai adoré, hein. Enfin j'ai trouvé que justement moi ça me convient. Comme tu vois, j'ai trouvé ça facile à jouer. Et à me mettre dedans et à utiliser justement les compétences parce qu'elles étaient écrites, qu'elles étaient faciles à comprendre, qu'elles étaient faciles à utiliser et en fait du coup c'était très agréable. Et là je pense que vous avez encore gagné en PEX sur le jeu. Et puis tous les joueurs ont leur place autour de la table, je trouve. Il n'y en a pas un, il n'y a pas d'effet leader comme on peut avoir des fois. Tout le monde a vos chapitres et peut faire avancer l'enquête correctement dans la direction vu qu'il n'y a pas de bonne direction. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes senti frustré ou un truc négatif, peut-être une critique négative à faire sur le jeu, quelque chose vous avez trouvé ça
Ou un retour négatif à me faire C'est aussi. plus lié à l'inexpérience, quoi, comme disait Oui, Caroline. c'est ça. Au tout début, je me suis sentie frustrée parce que j'avais l'impression de servir à rien. Et parce que mes compétences sur le moment n'étaient pas nécessaires, quoi. Ah, c'est plutôt que tu n'en trouvais pas la nécessité. Ou alors je trouvais pas la C'est ça, nécessité. ouais, je pense. Bah, ouais, Ça, c'est ça. C'était une question de... je suis novice, quoi, donc Oui, forcément, bien sûr. Mais là, on refait une partie, j'y vais, quoi. C'est ça, les 10 premières minutes, le temps de se... C'est ça. Puis il faut le temps de ouais. se chauffer aussi, Mm. et de se dire qu'il n'y a pas d'erreur, en fait, Mm. dans les choix qu'on peut faire au début. Donc voilà, mais c'est plus lié à notre inexpérience, en tout cas pour ma part. Ouais, pareil. Après, de joueurs. Moi, la critique que j'aurais à faire principale au jeu, c'est je me pose la question de... Alors, comment dire ça ? Du séquençage du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un côté, l'enquête c'est facile, tout cool et tout... Est-ce que cette absence de résistance... Tu vois, il y a quand même une absence de résistance à ce moment-là qui est un peu... que je trouve un peu problématique. C'est-à-dire le fait que je puisse faire photo, explosion... indice. Mais c'est pour ça qu'on avait du mal, je pense, au début, parce que justement, c'était. Et t'arrêtais pas de nous dire, mais allez-y, enfin, je vous le donne, en fait. C'est ça. Oui, ouais. puis- Dites-moi ce que vous voulez que je vous donne, et je vous le donne. Puis ça peut être ton choix, par exemple, en tant que MJ, de dire, bah oui, mais là, il n'y a aucune logique. Tu vois, d'utiliser la compétence explosion sur une photo En fait, alors oui. d'un mec qui retire de l'argent, on peut très Oui, là, bien il se n'y a dire, aucune logique. il Ouais. n'y a aucune logique, du coup, non, ça marchera pas. Oui. Bah, Trouver ça, autre chose. oui, bah, ça c'est vrai qu'après, bah, le MJ peut le dire aussi, tu vois. C'est vrai qu'il peut dire aussi, bah là, j'ai pas d'idée, je trouve pas. Ça, c'est clair. Mais en fait, alors, ok, je vais être plus clair. Ce qui me pose problème, c'est la différence. J'ai l'impression qu'il y a deux jeux dans le jeu, en fait. Ouais. Il y a le facile avec les indices, et Voilà. après, quand t'arrives et qu'il y a les monstres, les créatures et C'est tout, ça. là, ça devient plus compliqué parce que là, il va falloir. Enfin, il y a les jets de dés, il y a les difficultés. C'est ça. Après, tu disais tout à l'heure que sur une autre partie ou plus loin, on pouvait utiliser en pleine action de combat, par exemple, des compétences relationnelles, etc. Donc, c'est peut-être parce qu'on n'a pas joué beaucoup au jeu, parce que du coup, c'est ta première partie aussi, si je comprends bien. C'est Oui. la première pour nous tous. Peut-être que c'est lié à ça. Clair. Et je pense que l'impression de non-résistance vient aussi du fait qu'on a foncé tête baissée. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti le besoin de réunir des informations. Mais Ouais. ça tient pas sur le long terme, parce que là, on a usé déjà beaucoup trop de points. Si Ouais. on fait ça, je pense, jusqu'au bout, on ne va pas jusqu'au bout. Non, vous allez mourir. Ouais. 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 Ce qui est intéressant aussi, hein, le jeu te donne la possibilité de faire du TPK tout le temps, en fait. Mais dans l'appel de Cthulhu, on disait souvent avec Flavie, le but c'est pas de gagner, c'est de mourir le dernier. et dans ce jeu-là, si tu y vas, si tu crames toutes tes cartouches comme ça dès le début, ça ressemble à un fiasco quand même, votre scénario là pour l'instant. Ça part en couille, vraiment. Donc effectivement. Alors, Après, est-ce que ça fait pas des moments de pause aussi, justement, parce que donc il y a l'investigation qui est assez facile, etc. Après, on arrive dans le dur, on va se battre un peu. Là, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir réfléchir, il va les jets de dés, etc. Et après, on revient dans l'investigation où là, on se pose, on souffle un peu. Et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, il y a cette fausse impression de simplicité. Dans les faits, on est parti avec rien. Ouais. Et en fait, on a mal joué l'investigation. C'est pas que c'est facile, c'est qu'on l'a pas joué. Ouais. On a réuni 3 infos et on est parti. Mais en même temps, c'est un peu là aussi, c'est un peu comme ça que ça se passe dans les jeux de rôle traditionnels classiques. Complètement. On a été aussi un peu victime de notre habitude de jeu, de notre culture de jeu. Dans un jeu de rôle traditionnel, il faut pas attendre trop enfin, tu vois, complètement. T'as un vieux, il te donne une quête. Voilà, c'est ça ton indice, quoi. Ouais. Et donc là, bah, vous avez une adresse, foncez, voilà. Et moi, j'avoue qu'en tant qu'MJ, c'est un peu ce que j'attendais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que moi, en fait, en tant qu'MJ, si vous n'y aviez pas été, j'aurais pas compris, tu vois, quelque part. Mais en fait, je pense qu'il fallait pas y aller. Effectivement, il fallait dire au MJ, bah non, donne-nous plus d'indices, donne-nous plus d'infos. Et j'aurais été obligé de le lâcher, le truc. Parce que moi, j'avais prévu qu'il y avait un système de surveillance horrifique. Tu vois? Donc, j'aurais été obligé de le lâcher. Il y a un moment donné. Donc, j'ai l'impression que, en fait, c'est curieux, mais j'ai l'impression que le jeu, il y a deux phases. Il y a une phase où c'est les joueurs qui cuisinent le MJ, en fait. Et il y a une phase où c'est le MJ qui dit « Ah, vous m'avez bien cuisiné. Hein. Je vous ai mis des monstres là et tout, machin, ça va chier. » L'autre élément, c'est Alors, il y a plusieurs types de tests. Il y a des tests en opposition, des tests en collaboration, etc. J'ai l'impression... Par exemple, je sais pas quand est-ce qu'on peut esquiver, par exemple.
c'est vachement arbitraire. Le moment où je vous regarde, à un moment donné, je dis, là, Caro, tu peux pas esquiver. Tu vois, c'est vachement arbitraire comme truc. Et vas-y, prends la parole. Ça, c'est un petit passage que j'ai trouvé un peu dommage, entre guillemets. C'est qu'à un moment donné, moi, tu m'as attaqué, j'ai eu le droit d'esquiver. Ouais. Et Caroline, tu lui as refusé ça. Ouais. Et ouais. Gratos. Ouais, voilà. Et j'ai pas. Gratos. Et non, mais fait, gratos. Hein. J'ai pas compris dans la narration qui était en cours ce qui justifiait ce Elle était choix-là. dans le couloir. Alors, moi, j'étais dans les les toilettes. Ce qui justifiait ça, dans les règles du jeu, c'est que dans ton cas, t'étais dans un duel. Donc un jet d'opposition contre un ennemi. Dans le cas de Caroline, on était rentré dans un combat de masse, de groupe, avec toi qui avais déjà joué ton tour, Caroline qui jouait son tour et le monstre qui jouait son tour. Et dans la base, c'est écrit, c'est un peu comme dans un RPG, quoi. Tu vois, t'as le côté, il tape à son tour, tu tapes à ton tour, il y a une ronde, ce qu'ils appellent une ronde, c'est-à-dire un tour de jeu. Et du coup, là, je savais pas comment gérer le truc. Et ça, moi, sur le coup, quand je te tape, je dis, putain, ça paraît comme une putain d'injustice quand même. Alors, ok, je peux me cacher derrière le jeu et dire, vas-y, là, non, mais c'est différent, c'est pas pareil. Quand c'est toi, j'ai le droit de taper. Non, mais sérieux, il y a Je l'ai pas du tout vécu comme une injustice, moi, pour le coup. C'était vraiment dans l'histoire, vraiment dans la bagarre, et je trouvais ça logique qu'il y en ait une qui se prenne un coup dans la tronche, en fait. Parce que toi, ouais, non, mais en fait, en termes ludiques, c'est complètement injuste ce qui s'est passé. Je m'en suis pas rendu compte, voilà. Sur le coup, moi, j'ai pris. Mais tu vois, il y avait un côté, moi, en tant que MJ, je me suis un peu en mode, qu'est-ce qui est cohérent, etc. Et j'étais un peu seul maître de la cohérence à ce niveau-là. Ça peut paraître un peu arbitraire, tu vois. Bon, là, t'es dans l'encadreur d'une porte, tu peux pas l'esquiver parce que tu vois, t'as pas l'espace d'esquiver. Non, mais lui, il a dans les chiottes, il a pas moins d'espace, il a pas plus d'espace pour esquiver. C'est absurde. Alors, je veux bien que les chiottes, elles soient immenses, parce que oui, ces chiottes étaient immenses sur le plan. Ok, mais bon, il y a un problème, quoi, tu vois. Et donc, ça, le jeu n'explique pas vraiment. On sent que là, à ce moment-là, c'est vraiment. Un peu à la tête du client, tu vois, les jets d'opposition, j'ai machin, c'est un peu... Je trouve que ça manque de clarté, alors que le jeu est très clair sur, effectivement, sa proposition, le fait qu'on ait de moins en moins de dés. Et en fait, le MJ, il est juste là, à la fin, pour tu vois, te faire lancer les dés, tu vois. Il y a un côté, vas-y, lance les dés maintenant. Après, c'est pour te laisser de la liberté, toi, en tant que maître du jeu aussi, peut-être. Oui, mais alors, du coup, pourquoi ne pas avoir été jusqu'au bout de cette démarche et dire, en fait, chaque fois que vous êtes confronté à un combat, vous faites un jet de combat, et les points que vous dépensez, c'est les PV que vous recevez. C'est-à-dire, et ça, alors ça, c'est un peu prévu par la base. Après, quand on a des seuils négatifs et tout ça, il y a des règles pour... je rentre pas dans les détails, mais il y a un côté, voilà, les points que tu dépenses en santé, parce que ce qui est ça qui est rigolo, quand je te demande un jet de santé difficulté 4, qu'est-ce que tu fais ? Tu dépenses des points de santé. Donc en fait, tu prends des blessures pour réussir un jet de dés. Tu vois ? Et donc il y a un truc, est-ce qu'à un moment donné, ce serait pas même au joueur de décrire lui-même ? Bah là, du coup, tu vois, j'ai réussi à me sortir des griffes du monstre, mais j'ai pris 3 PV puisque j'ai dépensé 3 points. Donc je me suis blessé, il m'a griffé, tu vois, etc. Est-ce qu'il n'y a pas... Qu'est-ce que tu dis, Claire ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que c'est un peu arrivé à notre commando pour échapper à 2 chiens de garde extrêmement féroces. Oui, parce qu'après, donc avoir voulu arnaquer le système de jeu, mais là, tu vois, pareil, vous avez essayé d'arnaquer le système avec votre histoire de tandem, là. Et vous avez fait double 1. Bah, moi, j'ai bien rigolé. Double 1. Non, j'adore François qui se défend. Non, j'ai pas voulu arnaquer. On n'a pas arnaqué le jeu, on a joué avec les règles. On a joué avec les règles. Non, c'est clairement, on a le droit de faire des jets de collaboration. Bah, pourquoi on le ferait pas ? Oui, tout à fait. Et donc là, double 1, punition du système. Vous avez vu, les dés vous ont puni. Vous avez été punis. Ouais. Voilà. Et résultat, il y a Roger qui a lancé ses chiens là, sur Géraldine. Qu'est-ce qu'on aurait eu l'air classe à se barrer sur nos 2 tandems là dans le Worldshire. Et là, tu vois, pareil, il y a un truc, tu vois, pareil, les 2 temps de jeu, t'as la classe quand tu fais de l'enquête, tu réussis tout le temps, machin, et quand t'arrive le combat, bénil, quoi. Tu te retrouves dans... la fuite était bénile. Voilà. Tout le début du vrai combat dans la maison, c'était quand même assez stylé. Astérix en Bretagne, quoi. C'était quand même... Non, je trouve que ouais, c'était stylé vraiment tout le temps du combat dans la maison. Par contre, dès que tu t'as fait exploser la voiture, là, ouais, on s'en met en... C'était le chaos. La 7ème compagnie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Et donc du coup, je me pose quand même la question de la résistance du jeu, des monstres et tout, et de l'articulation entre justement les deux niveaux de jeu, l'enquête d'un côté et la tension dramatique de l'autre. Tu venais de nous faire peur, on avait besoin de... Non mais c'est vrai. Peur, le mot est faible. Je me pose cette question-là. Je vous avais fait peur, voilà. Oui. Tout à fait. Et du coup, on a eu besoin de rigoler après en courant sur le game. Hurler, je crois. C'est ce qui m'a fait rire d'ailleurs. Je suis désolé. C'est affreux. Vraiment désolé, François. Je suis navré. Il n'y a pas de mal. Voilà, mais bon, après, dans un jeu horrifique, tu vois, le jumpscare, c'est canon. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'ambiance était déjà tellement pesante et oppressante parce qu'on était dans un univers très Lovecraftien, très The Mist, un peu comme dans Stephen King. Ouais. Et là, d'un coup, BAM! On s'y attend pas du tout. En fait, c'est tellement pas prévisible parce que les jumpscares dans les films, on sait que ça va arriver. Du coup, bon, ça va. C'est vrai, j'aurais dû te faire un truc. Tu sursautes, mais en sachant que ça allait arriver. Et là, pour le coup, moi, j'ai vraiment cru qu'une porte dans la maison avait été défoncée. Ah, ok, bon. D'accord, je referai plus ça. Non, après, c'était immersif. Hein. Donc voilà. Bon bah merci beaucoup en tout cas pour cette partie. Non, merci C'était à vraiment toi, très comme très toujours. cool. C'était vraiment trop bien. J'ai vraiment bien kiffé. Et Volet 2 à venir, on espère. Ah oui, non, mais faut qu'on essaye de le finir et vous devez y aller sur cette île. Complètement. Parce qu'on n'a même pas parlé du setting de base, mais effectivement. Bon, on va peut-être pas en parler, mais. Mais voilà. Mais je me suis inspiré d'un vrai fait divers. Hein. C'est un vrai truc. En fait, tout est réel. Donc c'est très sympa. Et du coup, ça plonge aussi le MJ dans l'histoire d'un lieu. C'est très rigolo. J'ai appris. Je me suis dit qu'il y avait un gros travail de prep en amont, par contre. Ce qui est à saluer, je trouve. J'ai fait 2 jours, je pense, 48 heures sur le scénario. Pour que ce soit cohérent. Enfin, au début, très honnêtement, je pensais que tu nous avais monté un bon gros char avec ton île. Puis après, je vois le truc de National Geographic. J'ai fait OK. Puis après, il y a la page Wikipédia avec les coordonnées. Ah non, en fait, il a bossé. Et en fait, t'as pas juste pondu l'histoire. Enfin, je trouve que c'est à saluer sur ce. Quand on a l'habitude, c'est pas si partie. difficile oui, que ça. Mais n'empêche, ça reste à ne pas minimiser pour l'expérience de jeu. Et moi qui suis novice, c'est vrai que j'ai trouvé ça impressionnant. À devoir faire en tout cas. Ouais, tu te dis, c'est chaud, mais en vrai, on a tous en tête une anecdote, un truc dont on a entendu en plus parler. Le travail qui est fourni, l'ambiance, tout ce que tu décrivais. Moi, encore une fois, je suis. Vraiment dans l'immersion, quoi. Donc j'ai vraiment vécu le truc. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon, ça après, c'est vrai que je peux pas. La promesse était horrifique, c'était ça, quoi. Ok, cool. Bon, je suis content. Alors, je suis très satisfait à titre personnel. C'est vrai que ça fait des années que je fais du jeu de rôle. Les Toulouse, j'en ai fait j'en ai écrit des kilomètres. Donc c'est vrai que c'est moins. Comment dire, pour moi, c'est vraiment une routine maintenant. Ça va vite, quoi. François ? Il y en a un truc que je vais aborder sur ce jeu très rapidement, c'est au niveau de la mise en place du jeu. C'est qu'il n'y a pas besoin d'un grand plateau avec 20 000 figurines. Ouais. On a joué avec un dé chacun. On a eu un petit croquis très rapide du plan de la maison, mais en fait, tout se passe dans notre tête. Ouais. Et je trouve que pour ma part, ça joue beaucoup dans l'immersion du jeu. Complètement, je suis d'accord avec toi. On nous impose pas un visuel comme on peut l'avoir dans d'autres jeux, et je trouve que ça aide beaucoup. C'est génial parce que c'est une particularité des jeux de rôle à partir de Vampire la Mascarade, enfin même à partir de l'Appel de Cthulhu en fait, où on va s'émanciper progressivement du plateau de jeu. Et en fait, enfin, je sais pas si t'es comme moi, Claire, mais pour moi, c'est une évidence, en fait, ce que vous venez de dire du jeu de rôle. Mais c'est parce que je suis né dans ces années-là. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle dans ces années-là. Donc, pour moi, c'est normal, en fait, Pour moi, c'est ça, le jeu de rôle. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de figurine, tu vois. Et je trouve ça rigolo que tu le rappelles et que tu le notes parce que c'est vrai que depuis moi je t'ai fait jouer à plein de jeux où il y avait des plateaux de jeu, tu vois. Zombie Cinema il y avait un plateau de jeu, Secret of Eon, ce qu'on a fait avec toi Géraldine, il y avait une carte, il y avait une battle mat, enfin tu vois, donc c'est effectivement j'avais oublié aussi que ça pouvait être un fait de Vademecum aussi. Vademecum, il y a plein de matos. Il y a plein. Parce qu'il y a l'échiquier, il y a voilà. Mais à côté, t'as Trip to Sky. Ouais. Et pareil, mais il y a quand même du matos, tu vois. Il y a quand même les dés au milieu de la table, il y a la table des problèmes. Il y a plusieurs dés. Il y a des choses à regarder sur la table. Alors que là, il n'y a rien à regarder sur la table à part sa feuille de personnage. C'est très intéressant. Les indices que tu donnes, forcément, mais en termes de matériel de base pour le jeu, on a un dé. Et je trouve que c'est très bien. Oui. Bah oui, un dé, un crayon, une feuille de papier, c'est ça la promesse du jeu de rôle des années 2000 en tout cas. Clairement. Et ben super. Est-ce que j'avais un dernier truc à dire ?
Oui, j'ai adoré les noms de code tout à l'heure. Les noms de code. Les bruits de pigeons. Avec, Quand David la marmule. Avec Géraldine, on s'est dit que pour communiquer par nom de code, on ferait. Ah, j'ai pas. Putain. Comme quoi, tu vois, en tant que MJ, tu vois T'entendais Mais pas. t'étais occupé à être injuste avec Caroline. Ah, oui. Pas- pas- moment-là Mais Tu nous c'est- entendais pas Moi, communiquer j'invente en l'histoire, pigeon. moi je la tords Non, comme non, je veux. s'entendait pas communiquer en pigeon. Putain, je suis passé, tu vois, Pourtant, comme ça a quoi. été long quand même. Hein. Ah ouais, putain, c'est pas possible. Et encore, Parce que autant- on aurait pu communiquer Faut en dire que cochon, moi mais c'est- moi à ce moment-là, donc c'était pendant la scène de baston, il y avait 4 monstres à gérer, ils avaient tous des PV différents et des caractères différentes. Donc Et nous, on communiquait en pigeon. Ah oui, alors ça c'est un truc que j'ai trouvé super bien, c'est qu'on connaît pas les points de vue des monstres qu'on affronte. oui, c'est vrai que Et il y a c'est plein de jeux tout. où t'as les PV Bah oui, en... les ouais. PV. Alors après c'est vrai qu'en jeu de rôle je suis assez novice, mais je trouve que c'est vachement bien. Tu vois tous les jeux. Attends. Claire, on ne t'entend pas. Ça y est, moi je discute. J'aime beaucoup, mais Non, je disais que le fait de ne pas savoir, c'est quelque chose dont on a quand même l'habitude, à part Oui. si le personnage a une connaissance particulière. Mais c'est vrai que ça joue, bien sûr, ici, en plus sur le côté horrifique, dans le sens où ça se trouve, je vais tirer 52 fois dessus et je l'aurais toujours pas tué, quoi. alors moi j'ai essayé de te faire des trucs du genre ah, tu vois qu'il est bien amoché là. Tu vois genre il est bon tu vois enfin j'en sais rien c'était trop marrant. Ouais, bah, de toute façon les indications sont importantes comme ça effectivement. Ouais, moi, un truc que j'ai ressenti à la lecture, c'est pas du tout. Enfin, il y a une discussion en fait qui est entamée au sein du jeu de rôle classique avec ce jeu. Souvent, moi, on s'étonne et les auditeurs et auditrices s'étonnent que j'ai pas beaucoup de culture rôliste, tu vois. Je connais pas les noms des auteurs, tu vois. Par exemple, Dave Arneson et Gary Gygax, j'ai mis vachement longtemps avant de retenir les deux noms, tu vois, des créateurs. J'ai pas une connaissance historique du jeu de rôle énorme. Et on me le reproche souvent. Par contre, je pense que j'analyse bien les jeux, tu vois, être capable de... Et en fait, j'ai été frappé à la lecture du livre de voir comme ces auteurs comme Robin DeLoz, ils communiquent entre eux. Ils se connaissent, ils se parlent entre eux. J'ai noté en fait qu'il y avait des phrases qui étaient des pics vers d'autres jeux de rôle, vers d'autres trucs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec toi, Claire. Il y a un côté vraiment très expert au sens où ils ont joué à tout. Tu vois, comme dans les jeux vidéo, les gamers qui avaient joué à tout à un moment donné. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, à part les vieux briscards, les vieux de la vieille comme ça, qui ont joué à tout, je pense que maintenant, on peut plus être un savant dans le monde du jeu de rôle. Il y a trop de jeux différents, en fait. C'est plus possible, ça. Tu voulais ajouter C'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a une idée de microcosme un petit peu. Oui. Ils ont tous évolué et créé ensemble, entre guillemets, Oui. et de fait, ils sont en interaction par rapport à comment construire. Je suis pas d'accord avec toi, etc. Exactement. Et effectivement, maintenant qu'on a en jeu une prolifération énorme, on peut plus, en fait, faire ce genre de... Non. Et j'ai compris en lisant ce jeu un truc qu'on m'avait beaucoup reproché, c'est un peu le côté... quand je suis arrivé dans le monde du jeu de rôle en 2007... je suis arrivé mais comme un chien dans un jeu de quilles, tu vois. Je suis arrivé là-dedans, mais c'est pas comme ça, blablabla. Et en fait, les gens disaient, mais t'as aucune culture, mec. T'as aucune culture, en fait. Tu sais pas qui a inventé ça, tu sais pas quel est le jeu machin. Et en fait, en lisant ça, j'ai vu que, ah ouais, effectivement, je viens d'ailleurs. C'est-à-dire que ce jeu, il m'a fait comprendre qu'il y avait une connaissance un peu verticale du jeu de rôle. Les gens qui ont commencé avec Donjons et Dragons, qui ont découvert l'appel de Cthulhu, qui ont découvert ensuite le storyteller, qui ont évolué comme ça avec le jeu de rôle classique. Et puis, ceux qui sont arrivés un peu à la verticale, en fait, qui les ont traversés, qui viennent de The Forge, en fait, et qui n'ont pas cette histoire ou cette culture, et qui, du coup, ont tout bousculé. Et c'est souvent les théoriciens du jeu, ces gens-là, Robin DeLoz, les gens du 7e cercle, quand j'arrivais dans les conventions, ils me disaient, mais mec, mais tu te prends pour qui ? Et en fait, je comprends maintenant ce qu'ils ont voulu me dire, en fait. C'est que j'avais pas du tout cette culture. Et donc, du coup, ils voyaient un mec qui se la raconte et qui... Mais en fait, c'est juste que moi, j'ai pas la culture du jeu de rôle, mais juste la partie, en fait. Moi, ce qui compte, c'est l'expérience de jeu. En fait, ce qui compte, c'est la partie, les règles et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux cultures du jeu de rôle qui s'entrechoquent, voilà, c'est ça. Une culture classique, traditionnelle, qui vient dans Donjons et Dragons, et une culture d'autre chose. Moi, je viens de la philosophie, je viens pas du jeu de rôle. Et quand j'ai lu ce livre, vraiment, j'ai réalisé, je me dis, ah oui, je comprends maintenant pourquoi ces gens, en fait, ont trouvé peut-être un peu arrogants, m'ont trouvé un peu...
c'est qu'en fait, j'ai pas la même histoire qu'eux et ça les a choqués. Mais je pense que c'est une rencontre, c'est comme deux personnes qui se rencontrent et qui se comprennent pas. Il y a quelque chose de ce temps-là. Et ce jeu, le système Gumshoe, là, il m'a permis de comprendre qu'il y avait un monde qui m'avait échappé en 2006 quand je suis arrivé. Et ça m'a vraiment marqué quand j'ai pas la ref, quoi. J'ai pas la ref de tout ça. Donc là, je me rattrape un petit peu, mais c'est que après, quoi. Je pense que toi, tu l'as plus clair que moi là-dessus. Et en fait, j'ai commencé plutôt avec des versions même jeux vidéo parce que mon enfance, c'est les Neverwinter Nights, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et là, c'est vraiment calqué sur le modèle D&D. À fond, quoi. Tout le modèle de jeu, quoi. Et moi, je suis accro à ça, c'est Ouais. terrible. Alors que tu vois, moi, je viens pas du tout de ça. Je viens d'une culture plus littéraire. Et moi, pour moi, le jeu de rôle, c'est un média aussi parce que j'ai pas cette culture ludique, en fait, de le voir comme un divertissement, un jeu qui a évolué avec le temps. Et je pense qu'il y a un peu ça dans le monde du jeu vidéo aussi, avec ces vieux briscards là, qu'on jouait à tout et tout, tu vois, et qui rencontrent des gens comme David Cage, par exemple, tu vois, ou des jeux d'auteurs comme ça qui arrivent et qui disent non, mais en fait, les gars, le jeu c'est un média, je m'en fous de votre histoire en fait. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est raconter des histoires, et ça se percute. Et les deux s'apportent mutuellement. Je pense qu'il faut continuer à discuter, mais je comprends la violence de la confrontation à un moment donné. Pourquoi est-ce que c'est violent en fait ? Oui, parce que ça peut être frustrant de se voir nier une certaine culture. C'est ça. Il y a une question de structure qui s'est faite au fur et à mesure, et quelqu'un qui arrive en disant non, mais moi, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ça. C'est nier une forme d'histoire. Exactement. Mais tu vois, quand moi je suis arrivé dans les conventions en disant non, mais en fait, le jeu de rôle, il peut ne pas y avoir de MJ. J'avais des violences, mais des gens vraiment qui voulaient me taper, quoi. Et parce que pour eux, c'était pas possible. Et je comprends, tu vois, t'imagines, ça fait 20 ans, 25 ans que tu peaufines ça, que tu travailles avec le système Gumshoe, que des auteurs se répondent entre eux, et toi t'arrives et tu dis, mais en fait, je m'en fous de vos querelles, en fait. Tu vois, et t'es là, bah ouais, mais... Enfin, il y a quelque chose Enfin, j'ai compris quelque chose en lisant le système Gumshoe par rapport à ça et par rapport à l'accueil qui avait été fait à certains jeux indépendants et pourquoi est-ce qu'on se comprenait pas et machin. Et je trouve ça fascinant après des années... De finir par comprendre ça. Donc merci beaucoup à Vivien Rick Pogan de nous avoir offert ce jeu à la cellule, parce que c'est sympa aussi de la part des auditeurs et auditrices de nous envoyer des jeux comme ça, de dire jouez à ça quand même, je pense que ça vous fera du bien. Vous entendez, il y a un petit truc à apprendre là, Romaric, vas-y quoi. Donc voilà. Merci beaucoup encore une fois, merci Géraldine, merci Claire, merci François, merci Caro. Merci. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien, à bientôt. Vous dites pas au revoir vous. Au revoir, tout le monde. Voilà, bonne nuit. Voilà, c'est ça le dirigisme. Le MJ, ça déconne pas. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.